Bien. Alors, merci à ceux qui sont restés et bienvenue à ceux qui viennent d'arriver pour assister à cette seconde partie donc de Ma Parole. Alors, je rappelle que Ma Parole est le résultat d'une collaboration entre la Maison du Théâtre, hein, où nous sommes ici, qui nous accueille, le Cardan, vous avez vu tout à l'heure d'ailleurs quelques résultats des travaux qui sont organisés par le Cardan, et Cité Philo. Voilà. Alors, pour cette seconde partie, j'ai la grande joie donc de vous présenter ici Éric Fiat. Alors, Éric Fiat, hein, tu es donc philosophe, hein, tu es écrivain, et j'ai appris très récemment, il y a peu de temps, que tu étais aussi musicien. Bon, vous voyez, il y a donc plus d'une corde à son arc. Bien. Alors, tu as suivi un parcours habituel, hein, tu as les concours, ensuite tu as passé une thèse qui effectivement traitait des rapports entre la pensée antique et la pensée moderne, hein, donc la représentation du monde antique et la représentation du monde moderne. Bon, tu as ensuite, donc tu es ensuite devenu professeur des universités, hein, tu l'es donc à l'université Eiffel, bien, Paris-Est, bien. Bon, professeur des universités, je crois que tout à l'heure tu m'as parlé, tu m'as dit que tu n'aimais pas les professeurs qui disaient professeur d'université, ça faisait prétentieux. Bon, c'est tout simplement parce que professeur, c'est un titre universitaire, hein, la différence. C'est pas un professeur de lycée, c'est pas la même chose qu'un professeur d'université. Bon, alors, tu es spécialiste, enfin, tu as surtout travaillé la question de la fragilité humaine. Vous voyez bien pourquoi, quand il s'agit du corps, évidemment, la notion de fragilité apparaît très vite. Je rappelle que dans les petites scénettes que nous avons écoutées, il a été très souvent question de la fragilité humaine. Bon, hein, le corps me chagrine, bon, me fait le chagrin, le corps, effectivement. Mais aussi, remarquez, la joie, on a parlé aussi de la joie. Hein, vous voyez bien. Alors, tu es à ce titre membre de plusieurs commissions qu'on appelle d'éthique, hein, notamment de la Société française d'hématologie, et tu es également membre de la commission d'éthique et déontologie de l'Institut national du cancer. Bon, alors tu as écrit plusieurs ouvrages, les titres, vous allez voir, sont assez évocateurs, hein, bien. Tu as écrit une ode à la fatigue, ce qui est peut-être un peu surprenant, une ode à la fatigue. La fatigue, c'est plutôt quelque chose d'une faiblesse du corps, etc. Mais là, tu vois des aspects apparemment positifs, hein, de la fatigue. Tu as écrit aussi Pudeur à l'épreuve des soins. Vous voyez, la pudeur, ici les soins, vous savez très bien que nous sommes parfois dans des situations où il faut exposer son corps, ce qui n'est pas forcément toujours désagréable. Il y a le problème de la pudeur qui se pose, qui est une question très délicate, question d'éthique et de déontologie aussi du côté médical. Bien. Tu as écrit un autre livre qui s'appelle Corps et âme, ou qu'un peu d'incarnation, pardon, ça ne peut pas faire de mal. Corps et âme, vous voyez le rapport entre corps, il y a l'esprit, etc. J'ai d'ailleurs été très intéressé par ce qui a été dit sur le rapport sur le travail de la lecture. La difficulté, vous savez, où il faut effectivement déchiffrer des lettres, et quand on déchiffre des lettres, on apprend le travail de concentration sur les lettres, empêche de comprendre, vous voyez bien. Et on ne peut véritablement comprendre que lorsqu'on a assimilé les lettres, c'est corporel, tout ça, c'est corporel. Et à ce moment-là, se fait une symbiose, vous voyez bien, où effectivement corps et âme se trouvent unis. Et vous voyez bien que l'incarnation est quelque chose ici d'extraordinaire. Comme tu dis, un peu d'incarnation, ça ne peut pas faire de mal. Hein, voilà, bon, effectivement. Tu as écrit sur le handicap et les handicapés, et tu as écrit également Grandeur et misère de l'homme, bien. Oui, c'est ça. Un petit traité de la dignité. Oui, la dignité, c'est quelque chose de fondamental dans nos rapports, effectivement, autrui. Bien, la dignité, c'est une valeur, bien. Et ensuite, question d'amour. Alors là, c'est bien, vous voyez bien. De l'amour dans la relation soignante. Bon, vous voyez qu'ici, on est en plein dans le cœur du sujet sur le corps, bien. Et puis, tu as choisi, et c'est intéressant, et ça se voit tout de suite quand tu as parlé de ça, ça m'a semblé très stimulant. Tu t'es posé une question. Bien, est-ce que je peux aller à un rendez-vous sans mon corps? Question que peut-être on s'est parfois posée, n'est-ce pas? Quand on a un rendez-vous galant, etc. Mais je ne t'aide pas très bien, etc. Est-ce que je pourrais me dispenser de mon corps? Bon, ce qui pose un problème. Bon, que tu vas essayer de résoudre, je suppose, pour nous tous, pour notre plus grande joie. Merci Éric, je te laisse la parole.
Mon corps, tu as bien du chagrin. Mon corps, tu as bien de la chance. Mon corps, tu es bien fatigué. Mon corps, tu es bien en forme. Mon corps, tu es dépassé. Mon corps, tu t'es dépassé. Mon corps, je te hais. Mon corps, je t'aime. Mon corps, tu es lourd, tu es gros. Mon corps, tu sautes, tu danses comme un oiseau. J'ai tenu à ce que ma première parole fût quelque chose comme un hommage à ce que nous avons entendu tout à l'heure. Une façon de rendre hommage aux personnages qui nous ont parlé du corps et de leur corps. Je n'ai pas eu la possibilité de noter tous les prénoms, mais il me semble que ceux dont nous ont parlé Linda, Corinne, Alexandre, Caroline, Jean-Charles, Roselyne, Céline, Frédéric, Isabelle, Patricia, et malheureusement j'ai dû en oublier beaucoup. Il me semble que ce dont nous ont parlé les orateurs qui m'ont précédé, c'est de cette oscillation, n'est-ce pas, qui nous fait, je crois, presque quotidiennement, presque peut-être même d'heure à heure, osciller entre des moments où nous vivons notre incarnation comme un cadeau et des moments où nous vivons notre incarnation comme un fardeau. Mon corps, tu as bien du chagrin. Mon corps, tu as bien de la chance. Mon corps, tu es bien fatigué. Mon corps, tu es en forme. Mon corps, tu es dépassé. Mon corps, tu t'es dépassé. Mon corps, que tu es lourd, que tu es gros. Mon corps, tu sautes, tu danses comme un oiseau. J'ai tenu à ce que ma première parole fût quelque chose comme un hommage à celle de mes prédécesseurs et de mes prédécesseuses. Je n'ai pas eu le temps de noter tous les prénoms, que celles et ceux que j'ai oubliés ne m'en veuillent pas, mais oui, il me semble que ceux dont nous ont parlé Linda, Alexandre, Corinne, Coraline, Jean-Charles, Roselyne, Céline, Frédéric, Isabelle, Patricia, et tous les autres et toutes les autres, c'est de cette oscillation quotidienne et peut-être même d'heure à heure, entre des moments où nous vivons notre incarnation, le fait d'avoir un corps, comme un fardeau, et des moments où nous vivons notre incarnation, le fait d'avoir un corps, comme un cadeau. Oui, ces oscillations, je crois qu'elles sont universelles. Ce ne sont pas simplement des oscillations propres à celles et ceux que l'on dit handicapés, que celles et ceux qui ont du mal dans leur corps, que celles et ceux dont le regard de la société, a tendance à stigmatiser. Non, nous sommes tous logés à la même enseigne, nous sommes tous voués à cette oscillation où parfois, en effet, nous vivons le fait d'être incarné comme un fardeau et le fait d'être incarné comme un cadeau. Cadeau, fardeau. Il me semble que cela est peut-être un résumé de la condition humaine. Il me semble, en tout cas c'est ce que je vous propose, que ce qui singularise l'homme dans la nature est peut-être qu'il est le seul vivant à savoir qu'il aurait pu ne pas être et qu'il ne sera plus. En patois philosophique, mais je n'ai pas obligé d'employer le patois. Vous savez, le patois, c'est la langue qu'on emploie parfois pour ne pas être compris par les autres. Et parfois, il y a des philosophes qui ne peuvent s'empêcher d'employer des mots tellement compliqués qu'on a l'impression que leur but, c'est de ne pas être compris par les autres. Je n'aime pas, et Francis non plus, cette façon de philosopher. Essayons de philosopher en utilisant les mots de la langue quotidienne, même si parfois nous devons recourir à d'autres mots quand la langue quotidienne ne nous permet pas de rendre hommage au sujet que nous voulons travailler. Mais enfin, en pathophilosophique, ça s'appelle quoi? Le fait de savoir qu'on n'aurait pas pu ne pas être. Ça s'appelle la conscience de notre contingence. Les contingents d'être qui existent, mais qui auraient pu ne pas exister. Et le fait de savoir qu'on ne sera plus, c'est tout simplement la conscience de notre mortalité. Alors évidemment, tous les vivants sont contingents et mortels. Plantes, animaux et hommes. Cette rose aurait pu ne pas être. En ceci, elle est contingente. Et elle n'aurait pas été si la graine qui en fut l'origine avait été mangée par un oiseau. Cette rose, un jour, ne sera plus, car elle est mortelle, et un jour, en effet, elle sera fanée, se décomposera au fond de mon jardin. Et voilà pour la plante, et voilà pour la rose. Elle aurait pu ne pas être, elle ne sera plus. Même chose pour l'animal. Ce phacochère aurait pu ne pas être. Et il n'aurait pas été si son père et sa mère phacochère n'avaient point copulé. Le spectacle me paraît une horreur étant donné le corps de ces animaux, mais enfin bon, du point de vue de la nature, sub speculatura, ils sont peut-être très bien faits. En ceci, ce phacochère est contingent. Et puis un jour, il sera mort, en ceci, il est mortel. Et voilà pour l'animal.
Nous aussi, nous sommes contingents. Nous aussi, nous sommes mortels. Vous auriez pu ne pas être. Et vous n'auriez pas été si votre père n'avait pas rencontré votre mère. Si le hasard ne les avait pas placés l'un en face de l'autre dans le TGV, eh bien, vous ne seriez pas là. S'il avait été placé dans la voiture 12 et elle dans la voiture 13, vous ne seriez pas là. Bon, il aurait pu se rencontrer au bar, hein. Enfin, c'était plus incertain. Ils sont l'un en face de l'autre. Attendez, c'est toujours pas gagné. Si il n'y avait pas eu de conversation, si leur timidité les avait empêchés de parler, vous ne seriez pas là. Il y a eu une conversation, attendez, c'est toujours pas gagné. Si la conversation n'avait pas pris le tour un peu charmant qu'elle a pris, vous ne seriez pas là. La conversation a pris un tour charmant, ils se sont retrouvés. Attendez, c'est toujours pas gagné. Hein. S'il ne s'était rien passé 9 mois avant votre naissance, où aurait fini ce spermatozoïde, mon Dieu? Il se passe quelque chose. C'est toujours pas gagné. Car comme le montre Woody Allen dans un film génial, on n'ose plus trop citer Woody Allen pour toute une série de raisons, mais il a quand même fait des films géniaux. Si comme Woody Allen le montre dans un film qui s'appelle Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe sans jamais oser le demander, eh bien si après, comment dirais-je, le moment de joie paternelle, hein, si dans la course des spermatozoïdes à l'ovule, ça n'avait pas été ce spermatozoïde-là qui serait arrivé en premier, eh bien vous ne seriez pas là. Quel dommage. En ceci, nous sommes contingents. Et puis, un jour, nous ne serons plus, car chaque homme est mortel et chacun l'est pour soi. Oui, au même titre que la rose, au même titre que le phacochère, l'être humain est contingent et mortel. Il aurait pu ne pas être et il ne sera plus. Mais il me semble que ce qui le singularise dans la nature, c'est que lui sait sa contingence, sait sa mortalité. L'être humain est peut-être le seul être qui sache qu'il aurait pu ne pas être et qu'il ne sera plus. Et ces deux savoirs, je dirais même que le petit bébé, avant même d'en avoir conscience, le sent ces deux choses-là. Hein. Le fait de sentir et de savoir qu'on aurait pu ne pas être et qu'on ne sera plus, ça fomente en nous, je dirais, deux sentiments entre lesquels précisément on oscille toute sa vie. Et il me semble que les orateurs et oratrices qui m'ont précédé ont dit cela, hein, qu'on pourrait appeler la joie d'être et le regret d'exister. La joie d'être et le regret d'exister. La joie d'être, c'est quand vous vous dites « Oh, dis donc, j'aurais pu ne pas être. Et je n'aurais pas été si le TGV, si la conversation, si mon père et ma mère, si ce spermatozoïde. Je suis. Mais quelle chance, la vie est une merveille, la vie est un cadeau. » Ça, c'est la joie d'être. Et puis quand on passe à sa mortalité, on se dit « Un jour, je ne serai plus, mais heureusement, je suis encore. Et la vie est un cadeau, la vie est une merveille. » Oui, ça, c'est la joie d'être. Le fait de vivre la vie comme un cadeau. Mais malheureusement, je peux supposer, cela fut dit par mes prédécesseurs et mes prédécesseuses, que parfois la conscience, notre contingence, la conscience de notre mortalité peut fomenter en nous un sentiment complètement opposé, le regret d'exister. À ce moment-là, on se dit quoi? Tiens, j'aurais pu ne pas être, et je n'aurais pas été si le TGV, si la conversation, si le spermatozoïde, je suis. Est-ce que ça vaut le coup? Suis-je digne d'être? Est-il légitime que je sois? Serge Gainsbourg a fait chanter à Jane Birkin, dans le dernier album qu'il a composé pour elle après leur séparation, ces vers sublimes, je trouve. Alors, je suis en train de faire de Serge Gainsbourg un poète. Je dis qu'il a composé des vers, alors que vous savez que Gainsbourg ne voulait pas qu'on dise de lui qu'il était un poète. Parce que Gainsbourg distinguait entre les arts majeurs et les arts mineurs. Tu connais. Et Gainsbourg disait que la poésie, c'est un art majeur, alors que la chanson, c'est un art mineur. Et pourtant, je trouve que ce que Gainsbourg fait chanter à Jane après leur séparation, c'est beau comme de la poésie. Qu'est-ce? Eh bien, avec cette difficulté d'être, on se dit qu'il aurait mieux valu peut-être ne jamais naître. C'est le regret d'exister. C'est le fait de vivre son existence comme un fardeau plutôt que comme un cadeau. Et quand on pense à sa mort qui viendra, bon, un jour je ne serai plus, je suis encore, est-ce que ça vaut le coup que je sois encore? Et pour parodier Gainsbourg, on pourrait dire qu'à ce moment-là, on a envie de dire qu'avec cette difficulté d'être, il vaudrait mieux peut-être déjà ne plus être. Vous voyez, il vaudrait mieux peut-être déjà ne plus être. Je crois en effet que les êtres humains oscillent toute leur vie entre des moments où ils vivent l'existence comme un cadeau, des moments où ils la vivent comme un fardeau. Des moments où ils éprouvent la joie d'être, des moments où ils éprouvent le regret d'exister. Autrement dit, nous venons tous au monde et même si nous n'osons formuler la question, eh bien, avec cette obsession d'être légitimé. Hein. Est-il légitime que je sois et que je sois comme je suis? Suis-je digne d'être? Est-ce que c'est digne d'être quand on a ce corps-là? Et je crois en effet que à cette question, nous n'avons pas nous-mêmes la réponse. Tout être humain est à la recherche d'une légitimation au fait qu'il existe, alors qu'il aurait pu ne pas exister, qu'il n'existera plus.
Et je crois que cette légitimation, on ne peut pas se la donner à soi-même. C'est précisément dans le regard des autres qu'on espère quelque chose comme une onction légitimante, si j'ose ces mots. Généralement, cette onction légitimante, c'est-à-dire ce regard qui nous dit « il est bon que tu sois comme tu es », eh bien, on le voit dans le regard de nos parents, en tout cas de notre mère. Notre père aussi. Bon. Vous savez que pratiquement tous les parents trouvent leurs enfants beaux, alors que ce n'est pas toujours le cas. Il y a une espèce d'inconditionnalité qui fait que, peut-être après un petit moment où on espère, ah, pourvu qu'il n'ait pas mon nez, pourvu qu'il n'ait pas C, pourvu qu'il n'ait pas... Puis le petit vient au monde et puis... Mais il est tellement désarmé, il crie, on est tellement bouleversé par cette fragilité que très vite, en effet, nous trouvons beaux nos enfants, alors que peut-être les copains, eux, ont un regard plus objectif. Hein. Parfois, on vous dit, tiens, je vais te présenter le petit, vous avez des parents qui sont heureux comme tout, puis vous avez, oh là là, mon Dieu, alors, vous n'osez pas le dire, vous cherchez ce qui est sauvable dans le corps, vous dites, oh là là, le bel œil droit. Bon. Mais cette inconditionnalité, en tout cas pendant l'enfance, du regard des parents sur l'enfant, est quelque chose justement comme une onction légitimante, onction qui vient du verbe oindre. Hein. On dit à l'enfant, il est bon que tu sois comme tu es. Bon, malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Il arrive en effet que, ben oui, des mères abandonnent leur enfant, il arrive en effet que le lourd handicap d'un enfant eh bien, fasse venir dans l'œil de ses parents, non pas le « c'est une merveille que tu sois », mais c'est peut-être un regret que tu sois. Prenons quand même une route plutôt joyeuse. Dans l'immense majorité des cas, les êtres humains sont heureux de la venue au monde de leur enfant et précisément légitime qu'il soit venu au monde. Bon. Alors évidemment, c'est traversé de moments de doute aussi. Hein. Le grand psychanalyste Donald Winnicott a inventé la notion de mère suffisamment bonne pour dire qu'il n'y a pas de mère parfaite, et tant mieux. Parce qu'une mère parfaite, ou un père parfait, un parent parfait, allez, un parent parfait écraserait son enfant sous le poids de sa perfection. Et ensuite, devenant adolescent, l'enfant n'aurait pas la possibilité de s'opposer à ses parents. Vous voyez, l'adolescence, c'est le moment où on se pose en s'opposant, c'est le moment où on commence à voir les défauts de ses parents, et tant mieux, parce que c'est ce qui va nous permettre justement de nous émanciper. Hein. Et alors, cette idée sur laquelle il n'y a pas de parents parfaits, eh bien, l'autre psychanalyste, Françoise Dolto, l'a radicalisé en disant de manière drôle et terrible en même temps, on n'est pas une bonne mère si on n'a jamais eu envie de jeter son bébé par la fenêtre. Évidemment, il ne faut pas le faire. Mais il y a forcément des moments quand on est épuisé et que l'enfant se remet à crier, où, bon, eh bien, je crois en effet que, bien sûr, ce regard, ce qui se passe dans le regard des parents qui vont dire « tu es une merveille », bon, et lézardé, matiné, nuancé de moments où on en a assez de l'enfant. Mais quand même, dans l'immense majorité des cas, et je dirais même dans le cas où le corps de l'enfant a un handicap qu'on aurait mieux aimé éviter, il y a tout de même quelque chose comme, comment dirais-je, une mission qui nous pousse à dire que cet être fragile, eh bien il faut l'aider. Il faut l'aider à croire que c'est une bonne chose que d'être venu au monde, vous voyez. Bon. Les choses donc généralement se passent pas trop mal. Les enfants au début ne doutent pas de l'amabilité de leur corps, vous voyez. Les enfants, même après qu'ils ont franchi le stade du miroir, vous savez, le stade du miroir, c'est le moment où quand on se voit dans le miroir, on sait que c'est soi. Beaucoup d'animaux n'y arrivent jamais, hein. Pas tous, hein, qui arrivent. Mais en tout cas, le stade du miroir, c'est le moment où l'être humain prend conscience de son corps et se voyant dans le miroir, il sait que c'est lui. Bon, eh bien, quand les enfants se découvrent dans le miroir, ils sont heureux de leur corps. Même si peut-être ils ne devraient pas l'être. Et par exemple, quand les dents sont très mal plantées avant l'orthodontie, eh ben, ça les fait rire. Oh, il y en a une grosse qui empêche l'autre de... Bon. Au moment de la varicelle, s'ils ont plein de boutons, après qu'ils ont pris le médicament qui empêche de se gratter, hein, ça les amuse. Oh, il y en a plein, comme ça. Bon. Les enfants sont assez, en effet, vivent l'existence comme un cadeau plutôt que comme un fardeau. Et il est rarissime qu'un enfant soit mécontent de son corps. Mais vient l'adolescence. Vient l'adolescence où, en un sens, on change de corps. Hein. Là encore, Françoise Dolto parle du complexe du homard. Hein. On se retrouve presque avec un nouveau corps. En effet, c'est assez extraordinaire de passer en quelques semaines d'un corps presque angélique, hein,
parce que même les garçons ont une voix de fille, hein, bon, les anges ont ce corps naturellement bien odorant, je dirais léger même quand il est lourd, souple, bien aimé, enfin, eh bien en quelques semaines, il devient poilu, malodorant, boutonneux, et on appelle ça l'âge ingrat, vous voyez. C'est comme si d'abord le corps était gracieux, et c'est comme si à l'adolescence, il cessait d'être gracieux. L'âge ingrat, au sens du terme, on perd la gracilité du corps, et on perd aussi la gracieuseté du corps. Hein. Vous savez, parce que les enfants sont ingrats au deux sens du terme. Ingrat, ça veut dire moche, mais ça veut dire aussi sans gratitude. Alors que les enfants, au début, avant l'adolescence, sont gracieux. Ils voient même leurs parents, même quand leurs parents sont des gros cons absolus, comme des merveilles. Alors, et puis voilà l'adolescence qui vient, et tout d'un coup, en quelques semaines, vous passez du statut de merveilleux papounet au statut de gros con qui ne doit surtout pas venir me chercher à l'école parce que j'ai honte. Alors ça fait du mal un peu au narcissisme des parents, mais enfin c'est très très bien. Oui, l'adolescence est un moment où la question du corps, comme diraient les philosophes, se repose, et où cette fois-ci, on ne va plus au miroir pour s'y connaître. La connaissance de son propre corps, quand on est enfant, est un élément de la connaissance du monde. Ils regardent leurs pieds, ils regardent leur nez comme ils regarderaient un rocher, une sauterelle, une voiture majorette, un jouet. Il y a une espèce d'approbation de la création, comme diraient les chrétiens, vous voyez. Et puis vient l'adolescence, alors là tout change. À ce moment-là, on ne va plus au miroir pour s'amuser, mais angoissé. Et alors les boutons de l'acné, alors que les boutons de la varicelle ne posaient pas de problème, les boutons de l'acné c'est une catastrophe. Hein. Et ils arrivent justement au moment où il y a une soirée chez Machine, et alors qu'on n'avait pas eu trop de boutons, tout d'un coup, paf, hein, ils arrivent, et on pense que de l'acné, ça vous voue à un fatal destin nervalien. Hein. Je suis le veuf, le ténébreux, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Ma seule étoile est morte et mon lutte constellé porte le soleil noir de la mélancolie. J'ai eu beaucoup d'acné. Maintenant, il y a des médicaments qui font qu'on voit beaucoup moins souvent des ados pleins d'acné. Mais à l'époque, il n'y en avait pas. Et ben, j'essayais de dissimuler sous des crèmes qui dissimulaient mal les choses. Et c'était précisément le samedi matin, alors que le soir, il y avait une boum chez Isabelle Sauvage, que tout d'un coup, paf, hein, comme de funeste, boutonneux. Bon. L'implantation erratique des dents fait qu'on n'ose plus sourire. Tout d'un coup, le corps, qu'on vivait plutôt comme un cadeau, devient plutôt comme un fardeau. Et à ce moment-là, la légitimation des parents ne suffit plus. La légitimation des pères, P-E-R-E-S, ne suffit plus. On a besoin de la légitimation des pères, P-A-I-R-S, voyez. Et c'est là, en effet, que nous ne sortons jamais dans la société que très inquiets du jugement qui va nous venir des autres. Je ne crois pas qu'on puisse s'auto-légitimer d'être et d'être comme on est. Je crois que le secret de la légitimation du fait qu'on soit et qu'on soit incarné comme on l'est, eh bien, elle se trouve dans le regard des autres. Et c'est là, en effet, que se pose la question de la beauté ou de la laideur. Et c'est là, en effet, qu'il faut comprendre qu'être trouvé beau, c'est comme un bon sort dans un conte de fées. Être trouvé laid, c'est comme un mauvais sort dans les contes de fées. Vous voyez, il faut comprendre que paraître, c'est comparaître. Je me fais comprendre, paraître en société, c'est immédiatement comparaître aux yeux des autres, c'est-à-dire qu'on est le regard d'autrui est d'abord un regard de juge. Hein. On est d'abord jugé sur la part de soi qu'on n'a pas choisie. Le physique, physis en grec, ça veut dire la nature, c'est la partie naturelle de soi. Et en effet, ce corps que nous assumions comme le nôtre, mais qui ne posait pas trop de problèmes avant l'adolescence, tout d'un coup, est un corps dont l'assomption est une chose difficile. Hein. Assomption du verbe assumer. Nous avons du mal à l'assumer. Nous avons du mal à l'assumer. Hein. Aucun être humain ne va au miroir sans dire « c'est une perfection ». Je crois que même Alain Delon, quand il allait au miroir, devait prendre des pauses, bon, et n'était pas totalement satisfait de ce corps-là. Oui, avouons-le, si nous le pouvions, nous demanderions des modifications. Hein. Plus ou moins importantes, plus ou moins pas importantes. Bon. Mais oui, paraître, c'est comparaître. Paraître, c'est comparaître, et nous n'allons jamais en société, d'où l'alternance qui a été dite aussi par un de mes prédécesseurs, entre le goût de la foule et le goût de la solitude. C'est ça qui est très étrange. Hein.
c'est que parfois, on ne supporte pas la solitude, et donc on a envie d'aller dans la foule, mais à peine y est-on qu'on ne supporte pas la foule, et on a envie de retrouver la solitude. Vous voyez, là encore, ces oscillations sont le chiffre de notre aventure humaine, parce que les êtres humains ont besoin du regard des autres. Si on n'est jamais regardé, on n'existe pas. Le regard des autres, c'est comme l'eau et le soleil qui font éclore la fleur. Donc on a besoin d'être regardé par les autres. Mais en même temps, si l'on est mal regardé par les autres, on a envie de retrouver la solitude. Nous ne cessons d'osciller entre des moments où être ou ne pas être vu, voilà la question. Être ou ne pas être vu, voilà la question. Et il y a des moments où on ne supporte pas de ne pas être vu, des moments où on ne supporte pas d'être vu. Et alors tout ça vient du fait, comme je le proposais plus haut, qu'en effet, paraître, c'est comparaître. Nous sommes immédiatement jugés sur la part de nous que nous n'avons pas choisie. Et alors être trouvé beau dans les contes, c'est comme le bon sort dans les contes de fées. Même si vous ne dites pas des choses particulièrement gentilles, particulièrement intéressantes, particulièrement belles, on a l'impression que de la bouche du beau ou de la belle, de la bouche d'Esmeralda, eh bien, sortent des rivières de diamants, des pétales, de belles colombes. Alors que si on est trouvé laid ou laide par les autres, on aura beau dire des choses gentilles, des choses généreuses, des choses intéressantes, on aura l'impression pendant longtemps que de la bouche des laits, de la bouche de Quasimodo, sortent des vipères lubriques, des rats musqués et des pierrailles. Voyez, les contes de fées sont clivés, ils sont manichéens. Vous savez, le manichéisme, c'est la philosophie qui distingue radicalement entre le bien et le mal. C'est le refus de la nuance. Eh bien, les contes de fées sont manichéens. Parce que vous avez d'un côté des êtres qui sont beaux et bons, et des autres côtés, des êtres qui sont méchants et laids. Cendrillon est belle et bonne. L'adjectif bonne a changé de sens récemment, mais enfin, ça voulait dire à l'époque pleine de bonté, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'elle est courageuse, généreuse, humble, enfin, toutes les vertus d'Aristote. Ses sœurs, Javotte, sont laides et méchantes. Moi, elles sont laides, mais en plus, elles sont envieuses, paresseuses. Bon. Voilà ce que nous donnent à voir les contes de fées. De la bouche du beau, de la bouche du corps, de celui ou de celle qui a un corps qu'on trouve beau, on a l'impression que ne sortent que des beautés. De la bouche de quelqu'un qu'on trouve laid, on a l'impression que ne sortent de sa bouche que des laideurs. Contrairement à ce qu'a dit Gainsbourg, la beauté des laits ne se voit qu'après un certain délai. C'est une chanson de Gainsbourg, la beauté des laits se voit sans délai. Gainsbourg avait un chien qui était très laid, mais Gainsbourg ne se trouvait jamais laid dans les regards de mon chien, parce que lui me trouvait beau. Et Gainsbourg disait, alors il y a une histoire vraie qui est extraordinaire, le chien de Gainsbourg est mort d'une cirrhose du foie, tellement il buvait mes paroles. Eh bien, oui, nous attendons du regard de l'autre qui nous légitime. Parfois il nous légitime, et mon Dieu, quelle chance. Parfois il nous délégitime, et mon Dieu, quelle malchance. Autrement dit, l'oscillation qui a été dite par mes collègues, si j'ose dire, mon corps, tu as bien du chagrin, mon corps, tu as bien de la chance, mon corps, tu es dépassé, mon corps, tu t'es dépassé, mon corps, que je te hais, mon corps, que je t'aime. Eh bien, cette oscillation, elle n'est pas vécue dans la solitude, elle dépend de la relation à autrui. Alors, j'évoquais les contes de fées. Il faut nuancer un peu ce que je disais plus haut, car il arrive en effet, les contes de fées sont manichéens, le bien d'un côté, le mal de l'autre. Je disais, d'un côté, il y a des êtres beaux et bons, de l'autre côté, des êtres méchants et laids. Comme si la laideur du corps était, comment dirais-je, la manifestation de la laideur de l'âme, d'un côté. Et comme si de l'autre côté, la beauté du corps était manifestation de la beauté de l'âme. Or, dans certains contes, les choses sont plus compliquées, parce que souvent, c'est d'ailleurs, comme diraient les littéraires, le schéma narratif, n'est-ce pas? Le schéma narratif, à l'origine des contes. Aujourd'hui, on dirait le pitch. Bon, c'est qu'il arrive parfois que... Pourquoi est-ce qu'il y a une histoire? Eh bien, parce qu'il y a une dissonance. C'est parce que vous avez quelqu'un dont l'âme est belle, mais le corps laid, et puis de l'autre côté, quelqu'un dont l'âme est laide, mais le corps beau. Le corbeau, c'est pas un jeu de mots. Donc, en effet, la belle et la bête.
la bête montre une apparence immonde alors que son intériorité est belle. La marâtre dans Blanche-Neige, elle a une âme immonde, mais elle a un corps beau, voyez. Et c'est comme si l'histoire durait, l'histoire du conte va se prolonger tant que la dissonance ne sera pas résolue. Il faut qu'à la fin, la belle âme de la bête lui donne le beau corps qu'elle aurait dû avoir. Et il faut qu'à la fin, la laide âme de la reine lui donne le corps laid qu'elle aurait eu. Vous savez qu'elle se transforme en sorcière, et elle veut aller tuer Blanche-Neige, et ensuite elle espère revenir en arrière dans les oubliettes de son château, et reprendre le produit qui va lui redonner le beau corps. Hein. Et vous savez qu'elle est saisie par la mort, hein, les nains la poursuivent, elle tombe dans un rocher, elle est saisie par la mort au moment où elle a le corps qu'elle mérite. L'intrigue du conte de fées, c'est ça, mettre fin à la dissonance entre l'âme et le corps. Hein, entre cette dissonance qui d'un côté fait qu'une belle âme se trouve incarnée dans un beau corps, et de l'autre côté qu'une laide âme se trouve incarnée dans un beau corps. Je dirais que c'est la raison pour laquelle nous allons vers les contes de fées avec quelque chose comme un espoir. Si seulement, en effet, on pouvait changer de corps à loisir. Pourquoi aimons-nous les contes de fées ? C'est précisément parce qu'ils nous disent qu'il n'est pas impossible qu'un jour, ce corps que l'on n'aime pas, ce corps que l'on ne supporte pas, ce corps qui ne s'accorde pas à notre âme, hein, ce corps qu'on n'a pas choisi, eh bien, si seulement un abracadabra, un coup de baguette magique pouvait nous le changer. Il y a d'ailleurs une conférence intéressante du philosophe Michel Foucault qui, à un moment, parle de son corps en disant que le corps, c'est une impitoyable topie. Alors, pardon, un mot du langage philosophique. Topo, c'est-à-dire le lieu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas quitter le lieu de son corps. Ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que je vais venir à la conférence avec mon corps ou pas ? Je ne sais pas. Finalement, j'ai décidé de venir. Non, je n'ai pas le choix de venir avec mon corps ou pas mon corps. Et Foucault explique ça en disant que le corps, c'est une insupportable topie. C'est-à-dire qu'on est assigné à un lieu, à la résidence de son corps. C'est une assignation à résidence. On ne peut pas changer de corps ou s'affranchir de son corps. Et Michel Foucault le disait justement, alors qu'il se trouvait laid, que les contes de fées ont pour origine l'espoir d'une utopie. Utopie, c'est un autre lieu, changer de lieu, vous voyez. Et en effet, il va au miroir, et qu'est-ce qu'il dit ? Regard myope, visage maigre, pas de cheveux, vraiment pas beau. Si seulement, comme dans les contes de fées, je pouvais changer de corps, avoir un autre corps. Hein. Et malheureusement, on ne peut pas changer de corps. On ne peut pas changer de corps. Et ces petits miracles que la puissance abracadabrantesque ce qui se trouve dans les contes, on ne l'a pas. Hein. Il n'y a pas de baguette magique. Dans les contes, il suffit d'un coup de baguette magique, il suffit d'un mot pour que les haillons se transforment en robe couleur de temps, couleur de lune, pour que le gros rat se transforme en cocher, pour que la citrouille se transforme en carrosse, et pour que la bête se transforme en beau prince. Hein. La magie, c'est ça, c'est croire que la métamorphose peut se passer en un instant. Oui, si nous le pouvions, si nous avions une baguette magique, nous changerions des choses. Malheureusement, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas changer de corps, n'est-ce pas ? Ceci dit, alors, nous pouvons un peu changer le corps. Nous pouvons un peu changer le corps, et là encore, il me semble que ce qui singularise l'homme dans la nature, par rapport à la plante et l'animal, c'est qu'aucun homme ne laisse son corps à l'état de nature, comme on disait dans le temps. Hein. Aucun homme ne laisse son corps dans l'état où la nature le lui a livré. Et en effet, notre corps, pour essayer de le rendre plus aimable, eh bien, nous le coiffons, nous le peignons, nous l'épilons, nous l'habillons, nous le rasons, nous le parfumons, nous le décorons, pour justement essayer de le rendre plus aimable, sachant que nous serons d'abord jugés par les autres sur la part de nous que nous n'avons pas choisi, notre corps, eh bien, nous essayons de le rendre un peu plus aimable. Et même les gens, on ne peut pas remettre son corps à l'état de nature. Hein. Même les naturistes, il y en a peut-être dans l'Assemblée, on aura peut-être une discussion à ce sujet tout à l'heure.
C'est pas parce qu'on va sur une plage et qu'on est tout nu qu'on retourne à l'état de nature. Parce que le fait de savoir qui il sera ou qu'elle sera vue par les autres fait que le corps est un peu changé, vous voyez. Et donc le simple fait, d'accord, elle a enlevé les vêtements. Oui, mais ce corps, il est épilé, par exemple, ou plus ou moins. Et le fait de savoir qu'elle va être vue fait qu'elle va faire une transformation. Alors peut-être qu'une naturiste intégriste devrait dire, pour vraiment retourner à l'état de nature, il ne faut plus que je m'épile du tout, il ne faut plus que je me lave. Parce que le simple fait de se laver, c'est déjà changer le corps, vous voyez, de le parfumer. Que portez-vous la nuit? C'est une question qui avait été posée à Marilyn Monroe, elle avait dit une goutte de Chanel numéro 5. Et donc un parfum, un bijou, une épilation, même d'un seul poil, ça y est, le corps n'est plus à l'état de nature. Eh bien, imaginons qu'il ou qu'elle laisse son corps comme ça, mais non, le simple fait de lui faire prendre des pauses, vous voyez, si on est regardé, par exemple, on se redresse un peu, on rentre le ventre, eh bien, c'est déjà ne pas laisser le corps à l'état de nature. Non, le corps, aucun être humain ne laisse son corps à l'état de nature, et tous les matins, nous essayons de faire passer notre corps de l'état de nature à l'état civil, vous voyez. Alors ça dépend, évidemment, on ne transforme pas le corps de la même manière aujourd'hui et il y a 40 ans. On ne transforme pas le corps de la même manière chez les Esquimaux et chez les Touaregs. Hein. Il y a évidemment l'immense diversité des cultures et des civilisations, mais aucun être humain ne laisse son corps à l'état de nature. Et je crois que ça, c'est pas simplement imposé par la société, c'est aussi parce que nous espérons en effet, par ces transformations-là, donner à notre corps une amabilité dont nous ne sommes pas certains. Vous voyez alors en effet, la vie n'est pas un conte de fées, parce que il ne se produit pas par la grâce d'un je t'aime. Ces miracles qui ont lieu dans les faits. J'ai trouvé formidable que cependant il y ait eu place, et elle était importante dans la parole de mes collègues, à l'amour. Alors c'est évidemment Solange, Alain, hein, les épaules bronzées, le corps lourd, presque une reviviscence du rapport entre Esmeralda et Quasimodo, hein, la légèreté d'un côté, de l'autre côté la lourdeur, Gobi, grosse bille, j'en ai marre de ce corps lourd. Comme j'aimerais avoir ce corps léger. Hein. Eh bien, là, en l'occurrence, si j'ai bien suivi l'histoire qui a été lue, Esmeralda n'a pas pris Quasimodo dans ses bras, Solange n'a pas pris Alain dans ses bras, mais tout de même, la chanson a été chantée « Parlez-moi d'amour, et dites-moi des choses tendres, votre beau discours, mon cœur n'est pas... las de l'entendre, pourvu que toujours vous répétiez mot suprême, je vous aime. » Et en effet, le secret de l'assomption, le fait d'assumer son propre corps, me semble en effet dans la possibilité qu'il soit aimé. Je pense en effet à la fameuse question de savoir dans quelle mesure nous sommes dignes d'être, et dignes d'être avec ce corps. Cette fameuse question, eh bien, seul répond positivement le mot d'amour. Être respecté, être considéré, c'est nécessaire. Ça n'est pas suffisant. Ça n'est pas suffisant parce que le respect, alors nous l'avons promu comme une valeur républicaine, universelle, fondamentale. Hein. Je dirais que le meilleur de l'inspiration chrétienne et le meilleur de l'inspiration kantienne, la philosophie chrétienne et la philosophie des Lumières, nous ont apporté cette certitude sur laquelle tous les êtres humains sont égaux en dignité. Vous voyez, la dignité, ça vient du dignus, qui veut dire qui vaut, qui a de la valeur. Eh bien, la dignité, qui n'était pas la chose du monde la mieux partagée dans le monde antique, eh bien, nous l'affirmons comme étant la chose du monde mieux partagée. Attention, il y a loin de l'affirmation à la réalité. Hein. Bon. Mais cependant, au moins dans les principes d'aujourd'hui, dans nos pays démocratiques, qu'avons-nous comme principe premier? L'égalité des êtres humains en dignité. Dignité, c'est un dignus qui veut dire qui vaut de la valeur. Ça veut dire la valeur est égale.
que vous soyez beau ou laid, que vous soyez intelligent ou vous ne soyez pas, que vous soyez même gentil ou méchant, généreux ou avare, hein, il est posé que la dignité appartient à l'humanité comme telle, qu'elle est contemporaine de l'humanité. Hein. Contemporain, c'est que ça va en même temps. Alors que dans l'Antiquité, par exemple, on ne pensait pas que la dignité était la chose du monde à mieux partager. La dignité était un privilège. Elle est devenue un bien commun. C'était un apanage. Elle est à tous donnée. Et en effet, la dignité, chez les Romains, c'était une charge publique. Vous pouviez être élevé à la dignitas de consul ou de proconsul ou de dictateur. Et par définition, tout le monde ne pouvait pas l'avoir. Et en effet, dans ces mondes-là, vous ne croyez pas que les êtres humains étaient égaux en dignité, étaient plus dignes l'homme libre que l'esclave, l'homme que la femme, le grec que le barbare. Alors si vous étiez barbare, femme et esclave, alors là vous n'aviez aucune valeur, aucune dignité. Or nous avons promu cette belle valeur, hein. Je répète, je crois que le christianisme et le kantisme n'y sont pas pour rien. Nous proclamons aujourd'hui en effet l'égalité des êtres humains en dignité. Nous le proclamons, ça ne veut pas dire que nous le réalisons, et cela implique que tous les êtres humains doivent être respectés. Hein. Là encore, ça nous vient de Kant, je crois, mais cette affirmation sur laquelle il faut respecter la dignité de la personne humaine, c'est une formule qui a remplacé la formule sur laquelle il fallait aimer son prochain comme soi-même. Vous voyez, la laïcisation du monde fait que jadis on disait il faut aimer son prochain comme soi-même. Aujourd'hui on dit il faut respecter la dignité de la personne humaine. Ça veut dire que tous les êtres humains sont des personnes qui ont une dignité absolue, intrinsèque et inaliénable, hein, alors que chez les anciens la dignité était relative à la conduite, hein, relative au sexe, relative à la richesse. Non, la dignité est devenue absolue, elle est intrinsèque, elle est en tout être humain. Eh bien cette dignité absolue, intrinsèque et inaliénable, elle doit être l'objet d'un respect. Tous les êtres humains doivent être respectés. Là encore, ce n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, au moins, nous le proclamons. Mais je crois que le respect, s'il est absolument nécessaire, n'est pas toujours suffisant. Car le respect est un sentiment par trop universel et un peu froid et distant. Un peu froid et distant, parce que tenir en respect, c'est tenir à distance. Hein. Garder une distance respectueuse vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une dame, c'est garder vis-à-vis de cette dame une distance qui n'est pas nulle, qui n'est pas... Weinsteinienne, hein, ou strauss-kahnienne. Bon. Tenir en respect, c'est tenir à distance. Il y a dans le respect une certaine distance, une certaine froideur, une certaine universalité un peu aveugle à la singularité. Parce que justement, c'est en tant que personne qu'on est respectable. C'est pas en tant que personnage, vous voyez. C'est pas vos caractéristiques, c'est pas votre sourire, c'est pas votre capacité de tendresse, c'est pas la beauté de vos yeux, c'est pas votre magnifique humilité, c'est pas votre sens de l'humour qui mérite d'être respecté. C'est pas en tant que personnage ou en tant que personnalité qu'on est respectable, c'est en tant que personne. Et personne, qu'est-ce que c'est qu'une personne? Le mot personne contient à la fois une présence et une absence, vous voyez. Si on dit qu'il y a ici, je n'ai pas compté, 32 personnes, ça veut dire 32 présences. Mais en même temps, si je dis que je suis allé au rendez-vous et qu'il n'y avait personne, ça veut dire une absence. Même Johnny Hallyday est capable de comprendre ça. Je l'aimais beaucoup. Il passait pour un peu besogneux de la comprenette. Hein. Et c'est justement cette ambiguïté qu'avait joué Ulysse, vous savez. Ulysse veut rentrer, après que la guerre de Troie a été gagnée par les Grecs, il veut rentrer comme tous les rois grecs chez lui, dans son royaume, à Ithaque, mais il va mettre beaucoup de temps, il a plein d'aventures, vous savez, les sirènes, le Circé, tout ça. Et puis alors il arrive sur une île où se trouvent des monstres avec un seul œil au milieu du front, les cyclopes, et un certain cyclope, Polyphème, après qu'il a mangé plusieurs amis, plusieurs compagnons d'Ulysse, eh bien les enferme, ces hommes, dans une grotte et discute avec leur chef, Ulysse. « Qui es-tu » Et Ulysse répond « Je suis personne ». Et après que Ulysse a crevé l'œil unique du cyclope, vous savez, eh bien, on voit Polyphème, qui hurle de douleur, aller à tâtons vers le fond de l'île des cyclopes pour retrouver ses copains cyclopes. Et ses copains cyclopes lui demandent « Mais Polyphème, qui t'a fait cela ?» Il répond « C'est personne. » Parce que justement, il y a des autres rois qui s'est fait ça tout seul. Peut-être qu'il est tombé sur un pieu. C'est pas impossible, parce que depuis que Ulysse a fait goûter le nectar, c'est-à-dire le vin, à Polyphème, le Polyphème picole grave, hein, et peut-être qu'il est tombé comme ça. Donc le mot personne désigne à la fois une présence et une absence. Présence de quoi? Présence de l'humanité, présence de la pleine humanité. La pleine humanité est présente en tout être humain, et même dans celui qui est le moins rapide, le plus estropié, et même dans celui qui est le plus méchant. Bon, présence, mais aussi absence, parce que justement on ne veut pas s'occuper de savoir quelles sont les caractéristiques de cet être, voyez. Et donc il y a dans le respect quelque chose d'un peu aveugle aux singularités humaines,
quelque chose d'un peu distant, quelque chose d'un peu froid, qui me semble ne pas suffire pour donner à un être humain l'assurance qu'il est digne d'être, malgré que son corps ne lui paraisse pas très digne. Et c'est pourquoi, oui, j'ose dire que seul l'amour peut rassurer un être quant à sa dignité d'être dans ce corps qu'il n'a pas choisi et qu'il ne peut changer qu'à la marge, hein, parce que le coiffer, l'habiller, tout ça, ça ne change quand même pas radicalement le corps. Qu'est-ce que l'amour? Il a plusieurs formes, bien sûr, mais Spinoza a raison de dire que aimer, c'est se réjouir. Dire à quelqu'un je t'aime, ça veut dire je suis joyeux à l'idée que tu sois. Hein? Alors, malheureusement, Spinoza ne parle pas comme ça. S'il parlait comme ça, tout le monde le comprendrait. Mais Spinoza a eu l'étrange idée de vouloir écrire more geometrico, c'est-à-dire à la façon des géomètres. Il y aura peut-être un débat, voire un combat avec Francis tout à l'heure, mais moi je n'aime pas trop l'écriture de Spinoza. J'aime les philosophes qui écrivent de manière plus fluide. Et donc, si Spinoza avait dit « je t'aime » signifie « je suis joyeux à l'idée que tu existes », tout le monde aurait compris. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Que l'amour, c'est une joie accompagnée de la conscience d'une cause qui lui est extérieure. Je crois que quand on définit l'amour, il faut donner envie d'aimer. Imaginez que dans une soirée, tout d'un coup, vous ayez un coup de foudre pour quelqu'un ou quelqu'une, et que vous alliez vers elle ou lui, et que vous lui disiez « c'est étrange, j'éprouve une joie accompagnée de la conscience d'une cause qui lui est extérieure, et vous êtes cette cause extérieure. » Alors si elle fait de la philo ou il fait de la philo, d'accord, ça marche pas. Mais sinon, prise de tête, qu'est-ce que tu me racontes? Alors si vous dites à quelqu'un « je suis joyeux à l'idée que tu existes », le simple fait que tu existes, que tu sois, et que tu sois comme tu es, ça crée ma joie. Peut-être que là, il comprendra. Hein. La joie, c'est aimer, c'est se réjouir. Aimer, c'est bénir. L'amour, c'est la bénédiction d'un être et de sa manière d'être. Bénir, ça veut dire que c'est bien. Béné, bien, dictus. Hein. Bénir, je dis que c'est bien. Je dis que c'est bien que tu sois. Oui, mais enfin, pas comme je suis, pas avec ce corps, enfin, qui, si, tel qu'il est, il me plaît. L'amour, c'est la bénédiction d'un être et de sa manière d'être. L'amour, c'est donc se réjouir, la jouissance, la joie, la bénédiction, la célébration. Aimer, c'est célébrer le fait qu'un être soit et soit comme il est. Et je crois, en effet, que, bah oui, pour évoquer une chanson toute simple, mais qui me semble dire la vérité, Gabin avait raison. Vous savez qu'il était chanteur et danseur dans sa jeunesse, et il a arrêté ensuite de danser et de chanter pour devenir le comédien qu'on sait, mais peu de temps avant sa mort, il ne savait pas, il est mort brusquement, Gabin est entré dans un studio d'enregistrement pour enregistrer la chanson, la fameuse chanson « Je sais », texte de Jean-Louis Dabadi, qu'il dit, puis qu'il chante un tout petit peu. Quand j'étais gosse, comme 3 pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je sais, je sais, je sais, je sais. Et quand j'ai 18 ans, j'ai dit, ça y est, maintenant je sais. Tiens oui, l'amour, les parfums et les roses. Tiens oui, l'amour, j'en ai fait tout le tour. Heureusement, au milieu de ma vie, j'ai encore appris. Et comme les copains, j'avais pas mangé tout mon pain. Il y a 60 coups qui viennent de sonner à l'horloge. Je regarde par ma fenêtre et je m'interroge. Je sais qu'on ne sait jamais. Et après qu'il a dit ça, qu'il plaît au philosophe, parce que le philosophe, c'est je sais que je ne sais pas. Je sais qu'on ne sait jamais. Oh si, ce que je sais, ça tient en 3-4 mots. Le jour où quelqu'un nous aime, il fait très beau. Je ne peux pas mieux dire, il fait très beau. Et après qu'il a dit ça, il se met à chanter avec un peu de difficulté, car la voix est fatiguée par l'âge et les cigarettes, car le père Gabin fumait 5 paquets de clopes à la fin de sa vie. Et après qu'il a dit le jour où quelqu'un nous aime, il fait très beau, il ajoute « C'est encore ce qui m'étonne dans la vie, moi qui suis à l'automne de ma vie. On oublie tant de soirs de tristesse, mais jamais un matin de tendresse. » Et il est vrai que le jour où quelqu'un nous aime, il fait très beau. Alors que le jour où quelqu'un nous respecte, peut être un jour gris comme les autres. Je pense que l'immense majorité des gens que vous avez rencontrés depuis ce matin et que vous rencontrez jusqu'à ce soir ne vous manqueront pas de respect. Hein? J'espère que les insultes, la grosse, t'as vu comme il est moche, enfin, sont relativement rares tout de même. Hein? Il y a eu quelque chose comme une civilisation des mœurs, alors qu'il faut voir que, justement dans le monde antique, si on était mal fichu, on n'avait presque pas le droit à l'existence. Hein. Vous savez que les civilisations gréco-romaines étaient obsédées par la belle forme. C'était des civilisations morphophiles, voire morpholâtres, hein, qui aiment la belle forme. Regardez la statuaire grecque. Ça conduisait par exemple à ce que quand une femme mettait au monde un enfant difforme, eh bien son père avait un droit de vie ou de mort sur lui. Et très souvent, on pensait que faire venir dans une civilisation obsédée par la belle forme un corps difforme,
c'était prendre un grand risque. Et à ce moment-là, alors c'était pas un infanticide, on ne les tuait pas directement, ces enfants mal formés, mais c'était la cérémonie d'exposition, l'actésis, où en fait on les mettait de l'autre côté de l'enceinte de la cité, en disant « les dieux nous l'ont donné, qu'ils le reprennent ». Bon, c'était assez rare que les dieux le reprennent, je dis. Quoi qu'il arrivait, que des marchands d'esclaves passent, et puis qu'ils se disent « bon, après tout, il n'est pas si mal formé que ça, bon, puis on va voir ce qu'on peut en faire ». L'aventure d'Oedipe, c'est ça, hein. Oedipe aussi, il a un pied gonflé, vous savez. Oedipe, il a un œdème au pédès, il a un pied gonflé. Et puis alors en effet, ces civilisations, on ne pouvait être élu, on ne pouvait avoir une dignita, c'est-à-dire un poste de sénateur ou un poste de consul, que si on était assez beau. Les candidats à une élection se présentaient et étaient observés par les autres citoyens, et la laideur était quelque chose de rédhibitoire, vous voyez. Et donc, alors, on voit cette obsession de la belle forme du corps, pour prendre une référence plus accessible peut-être, mais nous l'avons tous dans Astérix aux Jeux Olympiques. Astérix aux Jeux Olympiques, sur la ligne de départ, vous avez des Grecs et des Romains qui ont tous le même corps, un corps sculpté, un corps parfait. Ils ne se distinguent que par la couleur des cheveux, un petit détail de la tête. Et puis à côté, vous avez les deux ratés de la création, Obélix et Astérix. Astérix, qui a un gros nez, une grosse tête, un petit ventre, des jambes maigres, enfin bon. Et puis vous avez Obélix, bon, qui n'est pas gros, hein. Non, il n'y a pas ça. Pas de poitrine. Ouais. Hein. Mais vous savez, dont le corps était. Alors, il est lui-même une marmite, il est tombé dans la marmite, mais le corps est lui-même une marmite, parce que portant le menhir, vous voyez, il a les bras comme une anse. Hein. Bon. D'ailleurs, petite remarque en bas de page, mais Francis, j'ai presque plus de temps, il faut que je m'arrête, ça va encore un peu, mais je vais m'arrêter assez vite. Eh bien, j'ai retrouvé c'était dans Pilote. On sait pourquoi dans quelles circonstances il est tombé dans la potion magique. C'est pas si éloigné de notre sujet. Obélix, quand il était petit, était, on dirait aujourd'hui, harcelé par ses copains à l'école. Tout le monde se fiche de lui. Il est gros, il est timide, il ne sait pas se défendre. Et puis alors même les profs se moquent de lui parce qu'il ne comprend rien. À l'école, il ne sait pas, vous savez. Et alors il n'a qu'un seul ami, Astérix. Et donc t'es gros, qu'entendait tout chaleur Alain dans le texte qu'ils ont été lus, il l'a entendu beaucoup, ce pauvre Obélix. Il n'a qu'un seul copain qui est Astérix. Et Astérix dit, c'est pas possible, il faut que tu te défendes, tu peux pas te laisser humilier comme ça. Il lui dit, tiens, Panoramix est parti se promener, on va aller dans sa case et tu vas boire un peu de potion magique. Astérix fait la courte échelle au jeune Obélix, mais à ce moment-là, il y a du bruit, Obélix trébuche et il tombe dans la potion magique. Et maintenant, en effet, grâce à ça, il a la puissance. Bon. Mais je répète, le monde n'est pas un conte de fées, il n'y a pas de transformation magique. Hein. En effet, le jour où quelqu'un nous aime, il fait très beau, parce que il y a en effet dans ce corps dont je doute beaucoup, ce corps que j'aimerais bien pouvoir transformer à loisir, hein, comme Michel Foucault voulait. Bon, il faut que des contes de fées pour que je puisse justement devenir rapide, léger, beau. Hein, et il s'en prend à ce qu'il appelle les gommeux, les beaux gommeux. Les gommeux, c'est ceux qui se mettaient de la gomina, hein, la gomme sur les chevaux, c'est les cheveux. Ce texte est très étonnant, hein, le texte de Michel Foucault. Il aimerait presque que le monde soit un conte de fées, qu'il y ait de la magie. Ben, il faut s'y résoudre. Bon. Eh bien, non, quand ce corps qu'on peut ne pas aimer est étreint par quelqu'un ou quelqu'une, mais mon Dieu, cette épaule ne doit pas être si affreuse puisque tu la caresses. Ces lèvres ne doivent pas être indignes puisque tu les baises. Ce sexe qu'on n'a pas choisi, bon, eh bien, doit avoir quelque chose de digne, enfin quelque chose d'aimable puisque tu... etc. Donc, alors, suis-je en train de donner au je t'aime, justement, une puissance magique, moi qui disais plus haut que le monde n'est pas un conte de fées. Non, tout de même pas. Mais ma proposition est que tout de même, le secret de notre dignité d'être incarné comme nous le sommes se trouve moins en nous-mêmes qu'en les autres. Autrement dit, l'assomption du verbe assumer. Hein. La grande question, c'est puis-je assumer? Nous oscillons toute notre vie entre, je dirais, l'hélas et le amen. Hélas, j'ai ce corps. Amen.
Amen, ça veut dire je suis d'accord, oui c'est bien d'avoir ce corps. Hein, et il vit que cela était bon. Cette oscillation, ce qui peut conduire un être de l'hélas à l'amen, on peut enlever à l'amen toute connotation religieuse. Je crois en effet que c'est ce qui nous vient des autres. Oui, le respect n'est pas suffisant. Je crois que vous avez été respecté par tous les gens qui vous ont rencontré depuis ce matin. Vous serez jusqu'à ce soir. Alors, sauf si vous montez dans ces étranges machines qu'on nomme les automobiles. C'est très bizarre. Même les êtres les plus respectueux du monde, quand ils montent dans ces machines, tout d'un coup sont capables de pire irrespect si on leur prend la place de parking qu'ils espéraient ou si quelqu'un n'avance pas assez. Non, il y a une civilisation des mœurs qui fait qu'on n'en est plus comme dans ces époques qui étaient des civilisations mais différentes des nôtres, où en effet la stigmatisation du corps manqué était quelque chose de terrible. Hein. Cependant, ce jour vous paraîtra peut-être gris comme les autres. Hein. Le jour où quelqu'un nous aime, il fait très beau. Hein, c'est comme un chant de hautbois qui descend sur le lit des cordes dans un adagio de Vivaldi ou de Marcello. Le jour où quelqu'un nous aime, il nous fait très beau, alors que le jour où quelqu'un nous respecte peut être un jour gris comme les autres. C'est à ce moment-là, en effet, que nous pouvons passer du regret d'exister à la joie d'être, de l'existence comme fardeau à l'existence comme cadeau. Et je dirais alors qu'en effet, puisque l'amour ne nous vient pas toujours, ou que nous étant venus, il peut nous être enlevé, je t'aime plus, je te laisse, puisque il n'a pas la puissance magique qu'il a dans les contes. Vous voyez, dans les contes, il a suffi que la belle aime la bête pour que les défroques de la bête tombent et ressorte Jean Marais habillé en beau prince. Quel bel homme. Évidemment, j'évoque là sans doute Walt Disney, mais il faut évoquer aussi Cocteau, cet extraordinaire film de Jean Cocteau, qui nous raconte justement l'histoire d'un être incarné dans un corps qu'il n'aime pas, qui voudrait n'être pas le sien, dans un corps de bête, justement. Hein. Nous essayons toujours de cacher la bestialité de notre corps. Hein. Nous vêtons, nous passons sous silence, nous disons que nous allons nous toiletter, que nous allons aux toilettes, qu'il ne semble pas que le but principal soit de se toiletter, enfin, je ne sais pas, je ne connais rien. Mais vous voyez que le pauvre, la bête, essaie de cacher sa bestialité en portant des habits magnifiques, des couronnes, des parfums. Il a des manières exquises aussi, hein. Il dit à la belle, avez-vous froid, la belle, avez-vous faim, la belle, puis-je vous regarder. Mais il y a 3 moments dans le film de Cocteau où la bête ne peut pas cacher sa bestialité. Le premier moment, c'est le moment où la belle surprend la bête en train de laper. Vous savez qu'un animal, ça ne sait pas boire, ça lape. Hein. Et là, la honte de sa bestialité. Le deuxième moment, c'est le moment où la belle est en train de regarder une petite biche qui va de ça, de là, pareil à la feuille morte, comme dirait Verlaine, dans le parc du château de la bête. Et à ce moment-là, la belle voit la bête, qui ne sait pas que la belle regarde, la belle voit la bête bondir sur la biche, lui donner un coup de patte et des coups de dents, la dévorer comme ça, parce qu'il y a un instinct prédateur, hein, il y a une pulsion prédatrice. Et quand la belle voit ça, elle est horrifiée. Quand la bête est vue par la belle, elle a honte de sa bestialité. Le troisième moment prodigieux dans le film de Cocteau, c'est le moment où la belle est dans ses appartements et elle entend du bruit. Elle ouvre la porte, elle voit la bête en train de se déchirer les flancs. Mais que faites-vous devant ma porte? Pardon, répond la bête. Mais de quoi me demandez-vous pardon? D'être une bête. Et à ce moment-là, la belle regarde la bête comme la bête ne voulait pas être regardée, c'est regarde comme on regarde une chose, vous savez. C'est le regard non pas respectueux, qui est un regard courbe, ombrant, mais un regard cognitif, le regard qui veut connaître, le regard qui transforme en objet, un regard avec direct et maximum de lumière. Et à ce moment-là, vous comprenez cette diversité des regards. Hein. Quand le corps de l'autre arrive, on a d'abord un regard objectivant, pas subjectivant. On regarde l'autre comme un objet, pas comme un sujet. Et ce regard est un regard direct, lumineux. On veut le maximum de lumière pour voir le maximum de choses. En même temps, si l'autre vous regarde, ben, à ce moment-là, il y a une courbure du regard. Vous voyez, on arrête de regarder dans les yeux, on ne regarde plus. Mais des fois, on aimerait bien regarder, bon, mais on ne regarde plus. Et donc, j'ai distingué entre deux types de regards sur le corps, un regard objectivant, un regard subjectivant, un regard luminescent et un regard ombrant, vous voyez, qui jette sur le corps de l'autre une ombre de fin silence, une ombre de pudeur. On fait semblant de ne pas tout voir. Hein.
Le regard qui veut connaître est un regard direct, le regard qui veut respecter est un regard courbe. Hein. Eh bien non, la belle regarde la bête comme un objet, et là la bête dit à la belle, ne me regardez pas ainsi, je ne puis supporter votre regard me brûle, fermez votre porte, fermez votre porte. Là, la musique de Georges Auric passe, ce film est vraiment un chef-d'œuvre, et à ce moment-là, la grâce des trucages fait que, après que la bête a dit votre regard me brûle, on voit de la fumée sortir du corps de la bête. Hein, ben oui, il y a des regards qui font fondre le sentiment de dignité comme neige au soleil. Tu me fais comprendre? Il y a des regards qui font fondre le sentiment de dignité comme neige au soleil. Heureusement, à la fin du film, il va y avoir un petit miracle, c'est que la belle va regarder la bête autrement, un regard d'amour, et là il y a un miracle qui fait que les défroques de la bête tombent, et puis on ressort Jean Marais habillé en beau prince. Hein. Eh bien, dans les contes de fées, oui, l'amour a un pouvoir métamorphique, vous voyez. L'amour peut métamorphoser un corps. Dans la réalité, il n'a quand même pas cette puissance-là. Et puis, on n'est quand même pas aimé par tout le monde du matin au soir et du soir au matin. Mais ben là, de long. Je crois en effet que, alors, à la suite de certains collègues, je dirais qu'entre le respect, qui est peut-être un peu trop froid et distant, et l'amour, qui est très chaud et rapprochant, mais plus rare, eh bien, je proposerais que nos corps aient le droit à ce que ma collègue Corinne Péduchon et d'autres appellent une considération. Je dirais que, et je terminerai par ça, que nous avons besoin d'être, quand nous sommes sidérés, nous avons besoin d'être considérés pour nous remettre à désirer. Je joue sur ces trois mots, hein, sidération, considération, désidération. Désidération, ce n'est pas un mot que vous connaissez, parce qu'il n'est pas dans le dictionnaire. Mais en fait, ça veut dire désir. Parce que le désirer, le verbe désirer en français, vient du latin desidere, qui veut dire regretter l'absence d'eux ou souhaiter la présence d'eux. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que la sidération? Qu'est-ce que c'est que la considération? Qu'est-ce que c'est que la désidération, le désir? Dans les trois mots, vous avez le mot latin sidus sideris, qui veut dire les astres. Hein. Sidus, S-I-D-U-S, sideris, qui veut dire l'astre. En effet, les espaces sidéraux sont les espaces où se trouvent les astres. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que sidération? Qu'est-ce que c'est que considération? Qu'est-ce que c'est que désidération? La sidération, c'est l'impression qu'un astre nous est tombé sur le bout du nez ou sur le bout des chaussures. On est sidéré. Le grand comédien de la sidération étant Louis de Funès. Ah bon. Et en effet, un astre vous est tombé sur le bout du nez ou sur le coin des chaussures. Qu'est-ce que c'est qu'être sidéré? C'est être ébahi, prostré, atterré, terré dans une émotion qu'on n'arrive plus à en transformer en une motion, en un mouvement. Hein. C'est l'impression que s'épuise la possibilité de toute possibilité. Je parle trop comme les philosophes. Hein. C'est l'impression que c'est impossible d'être comme ça. Mais mon Dieu, mais c'est horrible hein, que d'avoir ce corps qui a été moqué, qui a été ridiculisé, ce corps qui me fait mal. Hein, ce corps... Quand le corps... oui, le corps en bonne santé, c'est un corps qui est oubliable et qui est un très bon serviteur. Hein. Quand mon corps est en bonne santé, il fait tout ce qu'il me demande. Il est léger, rapide, c'est comme un serviteur diligent. Et puis il est oubliable parce que je peux ne pas du tout y penser. En revanche, quand mon corps a mal, eh bien il est lourd. C'est comme un serviteur qui refuse de faire ce que je veux. Hein. Il marche jusqu'à... je peux pas. Et il est inoubliable. Il est inoubliable, vous voyez. Si je parlais comme les philosophes, je dirais que la bonne santé, c'est l'oubliabilité du corps, c'est la possibilité d'oublier le corps, alors que la mauvaise santé, c'est l'inoubliabilité, l'impossibilité d'oublier le corps, vous voyez. De toute façon, la bonne santé, je dis que c'est pas le corps oublié, c'est le corps oubliable. Parce que quand on est en bonne santé, on peut être très content de penser à son corps. Oh, qu'est-ce qui marche bien? Vous savez, les sportifs qui disent « j'ai une bonne sensation hein ». Et ça peut être très agréable de sentir qu'on respire bien, que tout fonctionne bien. Donc le corps en bonne santé, c'est pas le corps oublié, mais c'est le corps oubliable. Si j'y veux, j'y pense. Si j'y veux pas, j'y pense pas. Alors que le corps douloureux, c'est un corps inoubliable. Si vous avez très mal au pied, vous ne pouvez pas oublier votre pied. Et donc, en effet, quand le corps est douloureux, quand le corps est méprisé, quand le corps nous paraît laid, quand le corps nous apparaît comme une guenille puante, comme dit Sainte Thérèse d'Avila, une espèce de guenille puante, détestable et moche, ben on est sidéré. On est sidéré. Eh bien, il me semble que le sidéré a besoin d'être considéré pour se remettre à désirer. Qu'est-ce que c'est que la considération? La considération, c'était chez les Romains l'observation des astres. Et vous savez que les Romains considéraient que les astres étaient des dieux. Ils leur ont donné des noms de dieux. Neptune, Vénus, Jupiter. Nous aussi, on continue à les appeler comme ça, alors on ne pense pas qu'ils soient divins, vous voyez.
Eh bien, qu'est-ce que c'est que considérer un être humain? C'est le regarder comme on regarderait un Dieu. C'est-à-dire penser qu'il y a en lui de la chaleur et de la lumière. Il y a en toi, dans ton corps que tu crois horrible, de la lumière, de la chaleur. La considération, c'est quoi? C'est une attention, une estime, une vigilance, un soin, ce que j'appellerais la transformation d'un regard en un égard. Comme dirait Gainsbourg, c'est pas dégueu ça. Transformation d'un regard en un égard. Et je crois que si on considère les sidérés, ils vont se remettre à désirer, au fond, à avoir envie d'avoir envie. Voilà la grande question, c'est du Johnny Hallyday. C'est-à-dire que le secret qui nous conduit à penser que... c'est ce que dit Montaigne, c'est tout de même chose tendre que la vie. C'est tout de même chose tendre que la vie, même si aisée à troubler. Oui, la vie est aisée à troubler, et quand on n'aime pas son corps, mon Dieu, parfois on aimerait disparaître. Hein. Il y a eu des allusions de la timidité. La timidité, bon, peut être une bonne chose, parce que je préfère la timidité à l'arrogance. Hein. Mais le corps arrogant, c'est le corps qui... Regardez-moi. Mais la timidité a quelque chose, quand elle n'est pas pathologique, a quelque chose de beau. C'est, je ne veux pas prendre toute la place sous le soleil, hein, je peux laisser la place à l'autre. Bon. Mais il y a une timidité pathologique qui fait que la peur d'être mal jugé quand on comparaît nous conduit à ne jamais vouloir comparaître. Hein. Le corps de celui qui s'aime et qui se croit beau est un corps, vous voyez, ouvert, qui prend la lumière. Alors que le corps de celui qui ne s'aime pas, bon, c'est un corps... même quand il l'a, on a l'impression qu'il se dérobe, vous voyez. Son corps vient, il est penché. Bon. Eh bien, je crois en effet que ce qui peut nous conduire à penser que c'est tout de même chose tendre que la vie, et que l'incarnation n'est pas forcément une mauvaise chose, c'est en effet quelque chose comme la considération venue des autres. Oui, dans ce livre auquel gentiment Francis faisait allusion, Corps et âme, j'ai ajouté à ce titre un sous-titre qui est qu'un peu d'incarnation, ça ne peut pas faire de mal. Ça veut dire que beaucoup d'incarnation, ça peut faire du mal, hein, de temps en temps, quand on se sent incarné dans un corps qu'on n'aime pas et que les autres n'aiment pas. Mais tout de même, il me paraît que plutôt que la haine du corps, eh bien, la belle chose, ce serait de passer de la haine du corps à l'assomption du corps. Assomption, hein, ça veut dire le assumer. La Vierge Marie, c'est l'assomption. Elle monte aux cieux. Je nous souhaite à tous, je vous souhaite à toutes et à tous d'avoir un rapport amical à votre corps, un rapport d'assomption. Ma proposition est que pour y arriver, on a tout de même besoin d'un plus petit que soi, en tout cas besoin d'un autre. Merci beaucoup de votre attention. Oui, ça marche. Écoute, merci Eric pour cet exposé très intéressant et je dirais brillant. Je crois qu'on aurait pu encore t'écouter sans problème pendant, je ne vais pas dire 1 heure ou 2, mais enfin presque, voilà. En tout cas, j'ai bien aimé aussi les références, un peu inhabituelles, Gainsbourg, Gabin, etc., mais qui étaient des références très, très éclairantes. Alors écoute, merci. Cet exposé, bien sûr, je suis suivi, vous savez, d'un échange avec le public, c'est-à-dire avec vous. Donc, si vous avez, j'espère que vous avez des questions à poser. Est-ce qu'il y a tout de suite des questions? Bon, sinon, moi, ou des remarques, ou des objections, oui, ou des commentaires. Je veux bien, moi, commencer. Alors, si ça ne vous pas... Oui, il y en a tout de suite une là-bas, là-haut. Je vais d'abord laisser la parole, donc, à quelqu'un du public. Merci beaucoup. Alors j'avais éventuellement une remarque très, très humblement, avec mes connaissances. Il n'y a pas longtemps, pour des raisons d'études, j'ai lu un livre, vous avez peut-être dû le lire, c'est Le Lambeau de Philippe Lançon. Et c'est un livre très joli, vraiment magnifique, très dur aussi parfois, et vous devez connaître un peu cette histoire, malheureusement, pour ceux qui ne connaissent pas. Philippe Lançon, c'est un journaliste de Charlie Hebdo qui, pendant les attentats de Charlie Hebdo, a reçu une balle dans la mâchoire et donc il a été à l'hôpital, donc il a survécu, il a été à l'hôpital, il a eu toute une reconstruction de son visage. Et je me faisais la remarque, quand vous parliez aussi de cette idée que, voilà, que le corps ne sera jamais à l'état nature, il fait que changer. Et dans cette
question d'un changement extrêmement radical du corps que Philippe Lançon a vécu, il n'est pas tellement question, je dirais, pour le visage, je dirais, d'une beauté ou d'une laideur, en fait, pour lui. Ce qui implique aussi, j'avais écouté un chirurgien qui a fait, je ne sais plus tout comment il s'appelle, c'était en tout cas, il avait fait une interview, on peut la retrouver sur France Culture, c'est celui qui a fait la première greffe de visage. Il explique de Vaucher, voilà. D'accord, je sais pas. Il disait que c'est quand on veut essayer de reconstituer un visage comme ça, en fait, c'est pas tellement la part esthétique. On essaie vraiment de retrouver un visage, et c'est aussi le cas de Lançon, qui a plus une expression plutôt qu'une certaine esthétique. Et c'était aussi juste la remarque que je faisais. Et là aussi la part peut-être aussi morale, ou je ne sais pas si c'est moral, mais la part non esthétique. On ne peut pas réduire à des jugements esthétiques du visage. C'était juste que j'avais à dire. Voilà. Comme vous, j'ai trouvé ce livre prodigieux. Et vous avez raison, avant de savoir si on a beau visage ou pas beau visage, il faut déjà avoir quelque chose comme un visage. Et il est certaines catastrophes, il est certaines maladies qui dévisagent. Vous avez tout à fait raison. Alors, il y a un mot de Cocteau qui est j'aimerais mieux que vous m'envisagiez plutôt que vous ne me dévisagiez. Mais c'est un commentaire et je le partage tout à fait. Non, j'ai rien à ajouter à ce sujet. Juste peut-être que Emmanuel Levinas est un philosophe qui a accordé une immense importance au visage, alors, disant que l'origine même de l'éthique, c'est ce commandement qui émane du visage de l'autre, commandement tout simple, tu ne tueras point. Ce visage exposé, fragile, c'est même quand il ne parle pas, même quand les lèvres sont closes, c'est comme s'il parlait et disait « tu ne tueras point ». Mais alors Lévinas distingue entre le visage comme amas de chair et d'os, en effet plus ou moins humain, plus ou moins beau, et puis ce qu'il appelle le visage comme instance éthique. Hein. Et Lévinas dit que le visage comme instance éthique, qui vous dit « tu ne tueras point », en fait on n'y accède que si on est incapable de dire la couleur des yeux, la couleur de la peau, la forme du nez, etc. C'est très beau ça, mais je me souviens que donc c'est comme s'il y avait dans le visage de tout être humain l'interdit de tuer. Et je me souviens que l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, qui réclame depuis longtemps et qui est sur le point d'ailleurs de gagner son combat, qui réclame la légalisation de l'euthanasie, avait à un certain moment, je dirais, instrumentalisé avec son plein accord le visage de Chantal Sébir. Les plus âgés d'entre nous se souviennent peut-être que cette pauvre Chantal Sébir avait une tumeur à l'intérieur du visage qui l'avait complètement déformée, et elle demandait, elle avait écrit une lettre au président de la République demandant la légalisation de l'euthanasie. Bon. Et en fait, c'était comme si le visage, comme un amas de chair et d'os, était tellement épouvantable que, regardez, c'est comme si elle disait « tuez-moi ». C'était pas un visage qui interdisait le meurtre, mais qui réclamait le meurtre. Donc, ça m'avait beaucoup troublé, ça. Et c'est presque une façon de peut-être, alors non pas récuser Lévinas, mais Lévinas dit que, en fait, le visage comme amas de chair et d'os, il est oubliable. Il est oubliable s'il a quand même forme à peu près humaine. Mais là, il y avait quelque chose de tellement, en effet, inhumain. On était Pirates des Caraïbes. Il y avait des espèces d'excroissance qui rappelaient un peu. Il y avait du végétal, du minéral, comme si quelque chose poussait. C'était bon. Et c'était comme si elle disait, quand on a une gueule comme ça, c'était ma gueule vous dit tuez-moi. Et c'était comme si la gueule empêchait d'accéder au visage en tant qu'instance éthique. Hein. Je ne me prononce pas sur la question là, de l'euthanasie, mais en effet,
il y a des êtres humains qui, malheureusement, à cause de certaines maladies, à cause de certaines catastrophes, ont des visages qui ne nous font pas poser d'abord la question de leur beauté et de la laideur, mais d'abord de leur humanité ou de leur inhumanité. Et ça, il y a quelque chose en effet de vertigineux là-dessus. La langue lévinas, c'est un peu compliqué, mais la langue française est lévinassienne, puisque regarder le visage d'autrui comme on regarderait un objet, le fixer, ça se dit en français dévisager. Or, dévisager, c'est enlever le visage. Déplumer, c'est enlever les plumes. Dévisager, ce serait enlever le visage. Et pourtant, si je regarde votre face très longtemps comme un objet, si je vous dévisage, vous n'allez pas partir avec un trou à la place de la face. Hein. Et donc, c'est comme si la langue nous disait que, justement, dévisager, c'est pas enlever l'amas de chair et d'os. C'est enlever, c'est pas faire disparaître le visage en tant qu'amas de chair et d'os, le visage corporel. C'est faire disparaître le visage en tant qu'instant esthétique, vous voyez. Et ce qui est quand même assez beau, c'est que je crois qu'on n'a pas besoin d'apprendre aux enfants qu'on ne regarde pas un visage comme on regarde un objet. Parce que quand on voit un visage d'être humain, on ne voit pas un objet. On voit un regard qui nous regarde. Et ce regard qui nous regarde nous oblige à courber. Il y a certains, alors on regarde tout droit, puis à un moment, si l'autre vous regarde, on détourne un peu les yeux. Lévinas avait dit un jour, vous savez, moi je suis à peu près nul en sciences. J'ai fait un bac scientifique, mais j'ai tout oublié. En physique, en sciences. Mais j'ai entendu dire que l'espace était courbe. Vous avez entendu parler de la courbure de l'espace. Alors j'ai un frère qui est physicien, qui est spécialiste, il est centralien, agrégé de physique, agrégé de maths, docteur en tout ça. Il sait tout ça. La brisure du vide, les trous noirs, l'antimatière, la courbure de l'espace. Alors régulièrement, je lui demande de m'expliquer, mais je ne comprends jamais. Je comprends rien. C'est vrai que je lui pose souvent la question en fin de repas au moment de l'agneau. Alors soit il n'est plus en état d'expliquer clairement, soit je ne suis plus en état de bien comprendre, mais je n'ai toujours pas compris ce que c'était que la courbure de l'espace. Mais apparemment Lévinas non plus, parce qu'un jour il entendait un physicien lui expliquer la courbure de l'espace, et Lévinas avait répondu avec un sourire, la véritable courbure de l'espace, c'est la rencontre d'autrui. Et c'est vrai que quand vous rencontrez autrui, il y a un moment où vous êtes obligé de courber le regard. Alors c'est pas forcément vers le, si vous levez les yeux au ciel, c'est pas très, ou si vous l'humilité, mais on ne regarde pas durablement, droitement un visage, et à un moment où on courbe un peu le regard. Et ça c'est comme, oui, il y a un hommage au visage en tant qu'instance esthétique. Hein. Alors il y a quand même deux cas où on peut regarder quelqu'un dans les yeux sans lui manquer moralement. C'est le cas où on est ophtalmologiste, là il vaut mieux. Et puis le deuxième cas, c'est quand on est amoureux. Souvent il y a des histoires d'amour qui commencent par un échange de regards qui dure un peu plus longtemps qu'il ne faudrait. La durée du regard dépend des civilisations. Hein. Les civilisations, on peut regarder longtemps. Au Japon, il ne faut pas regarder plus d'une seconde, sinon tout de suite, vous voulez... En Italie, on peut regarder plus longtemps. Enfin, il faut s'adapter. Mais beaucoup d'histoires d'amour commencent par un regard qui... Bon. Alors il y a un cas qui dépasse le champ de mes compétences, c'est le cas des ophtalmologistes amoureux. Je sais pas comment mais en effet, cette courbure du regard suppose qu'on a quand même reconnu en l'autre des traits suffisamment humains pour qu'il m'interdise la dévisager. En revanche, quand la question de l'humanité même du visage se pose, alors là, bah oui, le regard est à la fois rebuté et attiré. Hein. Et voilà l'écho que je donne au très beau, à votre belle parole et à l'hommage que nous rendons ensemble au livre de Philippe Lançon. Merci à vous. Voilà, merci. On peut faire plus court pour la prochaine question. Oui. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais en poser une. Voilà. Oui, je crois que je suis très intéressé, bien sûr, par l'idée que tu as développée avec elle, bien sûr, j'adhère, c'est que le corps, effectivement, est à la fois, comme tu dis, un cadeau, effectivement, le fait que ce soit quelque chose d'exceptionnel, de hasard, quand on voit le hasard qui fait que nous avons pu être présents ici, voyez bien, c'est vraiment un cadeau. Et deuxièmement, tu dis comme un fardeau, effectivement, puisque tu insistes là-dessus, nous n'avons pas choisi le corps, c'est quelque chose qui nous a été donné. Or, il est un peu vite. Pardon ? Non, excusez-moi. Ah, c'est un mouvement involontaire de ma main.
Ah, excusez-moi, c'est moi alors. Oui, alors le corps, effectivement, du coup, est vécu comme ce qu'on peut dire finalement comme un destin. C'est un destin, effectivement, quelque chose que nous devons subir. Alors bien sûr, qui peut être assumé ou non. Bien. Mais j'étais très étonné par la lecture d'une, je ne sais pas si sociologue, philosophe, un Dominique Memmi, qui essaye de caractériser notre époque comme étant justement le refus du destin, à la fois à cause du libéralisme, de l'individualisme, bien, et en même temps une certaine pression sociale. Et on voit de plus en plus pour la chirurgie esthétique. On a parlé là effectivement de la reformation du visage, mais là c'est pour des raisons, je dirais ici, justifiées, médicales. Mais on assiste de plus en plus pour des raisons tout simplement de commodité, des femmes qui veulent effectivement avoir le visage qui correspond à celui de l'actrice, etc. Le corps, un corps qui est donc complètement fabriqué. Eh bien, alors justement, est-ce qu'il n'y a pas là aussi un problème, une question qui se pose? Pardon? Non, c'est après. Ah bon, excusez-moi. Oui, bien sûr. Un refus de ce... Oui, bien sûr. Oui, on a l'impression que... Alors, toute époque a sa complexité. Il y a des courants et des contre-courants. Puisque, en même temps, et ça s'adresse d'ailleurs plutôt aux femmes qu'aux hommes, mais ça commence à s'adresser aux hommes. En même temps que la société dit changez-vous, elle vous dit aussi ne changez rien. Bon. Donc il y a des courants. Il y a des courants en effet plutôt technicistes qui obligent les femmes à se transformer. Bon. Et puis en même temps des courants plutôt écologistes qui disent aux êtres humains assumez-vous comme vous êtes. Vous voyez. Donc, à la une des journaux, on voit parfois des comédiennes qui se montrent pas maquillées, avec leurs rides, et puis en même temps, on peut savoir que de la une du journal juste à côté, on voit le visage déjà retouché par Photoshop, et en tout cas retouché par la chirurgie. Donc notre époque, comme toute époque, est dialectique. Hein, bon. Mais il est vrai qu'il y a un certain courant prégnant aujourd'hui qui est une façon de dire aux êtres... Enfin, on a l'impression que tout devrait être choisi. C'est comme si la part du non choisi, parce que dans notre vie, dans notre être et dans notre vie, il y a une part choisie et une part non choisie. Mais on a l'impression que notre époque ne supporte pas la part non choisie. Mais en même temps, c'est une injonction. Oui, c'est même une injonction. C'est-à-dire, il faudrait pouvoir tout choisir. Et par exemple, choisir de changer de sexe. Donc on a l'impression que tout ce qu'on n'a pas choisi, on a l'impression qu'il y a quelque chose d'humiliant dans le fait de ne pas avoir choisi, de ne pas avoir choisi. Et ça conduit en effet à des injonctions que je trouve en effet assez inquiétantes. Alors, autre façon de te répondre. Je dirais que peut-être que nous vivons une résurgence de la gnose. Qu'est-ce que c'est que la gnose? Qu'est-ce que c'est que le gnosticisme? Au début du christianisme, avant que l'Église ne fixe un certain nombre de dogmes, eh bien, il y avait des courants très différents. Hein. Et alors, l'une des hérésies, c'était la gnose. L'idée, c'était que le vrai Dieu, c'est pas celui qui a créé le monde, mais c'est celui qui nous en libérera. L'idée, c'est que ce monde a été créé par un faux Dieu, et ce corps a été créé par un faux Dieu. Autrement dit, il est mal foutu, c'est affreux, ça pue, c'est bon. Et donc, il faudrait pouvoir se libérer de ce corps et se libérer du monde. Hein. Il faut opposer le gnosticisme au christianisme, parce que le christianisme, contrairement à ce qu'évidemment, il y a un christianisme du 19e siècle qui détestait la chair et le sexe, tout ça, mais ça, c'est à mon avis pas chrétien. Bon, c'était très inculte que de dire que le judéo-christianisme déteste le corps. Il y a eu un certain moment du judéo-christianisme. Est-ce que ça veut dire quelque chose du judéo-christianisme? Enfin, passons. Il y a eu un certain moment du christianisme où, en effet, il y avait une détestation du corps, mais il me semble que la détestation du corps n'est pas chrétienne. C'est quand même, qu'est-ce que c'est qu'être chrétien? C'est adorer un Dieu qui a pris un corps d'être humain. Les premiers
les philosophes platoniciens considéraient les premiers chrétiens comme de scandaleux philosomatoi, c'est-à-dire qui aimaient le corps. Qui est-ce qui déteste le plus le corps? Est-ce que les platoniciens ou est-ce les chrétiens? Ben, c'est les platoniciens, parce que Platon dit que le corps est le tombeau de l'âme, alors que saint Paul dit que le corps est le temple de l'esprit. Bon. Mais toujours est-il que il me semble que le christianisme ne devrait pas haïr le corps, parce que être chrétien, c'est penser que le Verbe s'est fait chair, que Dieu a pris un corps, et un corps humain à peu près comme le nôtre, donc il ne doit pas être si horrible puisqu'il en est pris un. Bon. Et d'ailleurs, la formule qui revient régulièrement dans la Genèse, ça c'est juif, mais c'est repris par les chrétiens, c'est « et il vit que cela était bon, et il vit que cela était bon, et il vit que cela était bon ». Donc, c'est bien, il a créé le monde, et il a vu que c'était bon. Et il a créé l'homme et la femme, et il a vu que c'était bon. Or, quelque temps après, il y a un courant qu'on a appelé le gnosticisme qui disait au contraire, c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais. Vous voyez, le vrai Dieu, c'est pas celui qui a créé le monde et qui a créé notre corps, c'est celui qui nous en libérera. Eh bien, je me demande si le transhumanisme, si l'injonction à se transformer, à jouer l'éternelle jeunesse, l'éternelle forme, si c'est pas quelque chose comme un retour de la gnose. C'est une image que j'ai. Alors je ne dis pas que ce soit agréable de vieillir et de mourir, mais je crois que jusqu'à maintenant, la seule manière de continuer à vivre, c'est de vieillir. Oui, et puis je crois que c'est terrible de mourir, mais ne pas mourir, à mon avis, ce serait absolument terrible. Donc je trouve que dans ces courants qui disent à l'être humain, n'acceptez pas votre corps, n'acceptez pas votre vie comme vous l'êtes, mais changez-vous, changez-vous, il y a presque quelque chose comme un... C'est une hypothèse que je formule. Oui. Dans le transhumanisme, il y a quand même une ambition, c'est de dépasser notre finitude. C'est le fait que nous soyons un résultat du hasard, là on veut se fabriquer, et le fait aussi que nous soyons mortels. Bien, puisqu'il y a bien le thème d'une immortalité avec le fantasme, enfin, qui se veut... Je crois qu'Elon Musk a investi là-dedans. Hein. Bon, il croit fermement. Eh bien, donc nous aurons peut-être Trump immortel, je ne sais pas. Ah mon Dieu. Oui, donc on voit bien que... En se faisant l'avocat du diable par rapport à ce qui est évoqué là, est-ce que ce ne serait pas aussi une démocratie, enfin accéder à une possibilité de changer de classe, etc. Dans les siècles passés, on était d'une classe, je ne sais pas, inférieure. Changer aussi son image, son corps, peut-être que c'est positif aussi, qu'on a une sacrée chance. Mais je n'ai pas dit le contraire, hein. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. Il y a les deux. Oui, ma parole sera toujours fervente à l'égard de ces philosophes de l'émancipation. Émancipons-nous des stéréotypes, des conditionnements, des assignations. L'émancipation, autrement dit, que l'éventail des choix s'agrandisse, je le célèbre avec vous. Cet éventail était beaucoup plus refermé dans le temps, et notamment selon le sexe qu'on avait, selon l'endroit où on était né, bon, eh bien, il y avait quelque chose comme des assignations. Je suis très heureux de bon, l'émancipation, c'est le fait de lever la main qui prend. Dans l'émancipation, même Johnny Hallyday aurait compris qu'il y a et, Manu et Cipation. Alors après, il faudra lui expliquer, mais je l'aimais beaucoup. Hein. Vous savez, j'adore ce que dit Lucchini au sujet de Johnny. Ils étaient copains. Ce qu'il y avait de prodigieux chez Johnny, c'est qu'il revisitait les évidences. Et c'est vrai que Johnny a dit une fois, finalement, il n'y a rien de mieux que la perfection. Ah oui. Surtout, il y a ce mot prodigieux de Johnny, vous savez, il court le Paris-Dakar. Il y a un problème technique, la voiture reste immobile longtemps dans le désert. Finalement, elle est réparée, mais la voiture arrive très tard au poste d'arrivée. Les journalistes se précipitent, Johnny baisse la vitre et il a eu ce mot absolument extraordinaire. Tu te rends compte que si on n'avait pas été arrêté 1h15, il y a 1h15 qu'on serait là. C'est prodigieux. Et donc, l'émancipation, c'est émancipation, c'est-à-dire ex qui veut dire en dehors, manus, la main,
et capere, prendre. Ça vient de quoi? Ça vient du fait que sur les marchés romains, il suffisait qu'un homme libre mît sa main sur un esclave ou une esclave pour qu'il fût à lui. Et donc l'émancipation, c'est donc manus capere, on prend avec la main. Ex manu capere, ça veut dire l'émancipation, c'est le fait de lever la main qui prend. Et je serai comme vous toujours joyeux, ça s'accompagnera toujours chez moi de l'aube d'un sourire ou de l'aurore d'une joie, si vous voulez, tous les moments où les êtres humains s'émancipent des êtres qui les manipulaient, qui faisaient main basse sur eux. Vous voyez, bon. Mais la question est de savoir si de tout il faut s'émanciper. C'est-à-dire que je m'inquiète d'une espèce d'hubris de l'émancipation qui conduirait peut-être nos contemporains à vouloir s'émanciper, même de la condition humaine, et notamment de la condition incarnée. Parce que c'est ainsi qu'on est. On n'est pas des purs esprits. Et donc, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein. S'inquiéter d'une démesure, s'inquiéter d'une démesure émancipatrice, ça n'est pas du tout cesser de célébrer les émancipations du passé et souhaiter qu'il y en ait encore d'autres. Mais vouloir s'émanciper de la condition humaine, vouloir s'émanciper de la condition mortelle, vouloir s'émanciper de la condition incarnée, ça m'inquiète. Je pense que nous sommes d'accord. Voilà. D'autres questions? Je voulais juste un petit oubli, mais on arrête. Non, on a encore un tout petit peu de temps. Problème, pas de problème. N'oubliez pas, n'oubliez pas, c'est moi qui l'ai oublié, que c'était pas mon axe, mais enfin, de parole. Mais c'est intéressant dans le mot corps, c'est que il est au pluriel même quand il est au singulier. Tu peux expliquer? Comme le mot voix. Comme le mot voix. Autrement dit, nous n'avons pas une voix, nous avons des voix. Nous n'avons pas un corps, nous avons des corps. Vous n'avez pas la même voix selon que vous parlez à votre patron ou à une copine dans votre club de gym. Il y a un mimétisme qui fait que quand on parle à quelqu'un, assez vite, on imite un peu sa façon de parler, vous voyez. Et de même, nous n'avons qu'un seul corps, mais notre corps change. Notre corps n'est pas le même selon qu'il est regardé ou pas regardé. Selon que je suis tout seul ou pas tout seul. Mon corps n'est pas le même selon que qu'il va bien ou qu'il est douloureux. Notre corps n'est pas le même selon qu'il est en forme ou fatigué, vous voyez. Et donc, quand bien même nous serions assignés à ce corps que nous n'avons pas choisi, ce corps a une puissance de métamorphose. Alors évidemment, il change, pas autant qu'on voudrait, parce que nous n'avons pas cette puissance qu'il y a dans les contes. Hein. Dans les contes, les personnages ont une puissance métamorphique, ils peuvent changer de forme infiniment. Hein. On devient oiseau, puis après on devient chat, puis après on devient homme, on devient femme, on devient vieille, on devient... Bon, nous n'avons pas ce pouvoir-là. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes assignés à notre corps comme quelque chose d'immuable. Il y a quand même une muabilité du corps qui est une des choses que j'ai envie de célébrer. Merci pour ces paroles, belles paroles. Voilà. S'il oui, peut-être. Oui. Oui, excusez-moi, d'un seul coup, il me revient en mémoire de longues pratiques religieuses, l'Église catholique, nanana, l'Eucharistie et le monsieur devant, ceci est le corps du Christ. Vous en pensez quoi de cette phrase? Je vais répondre en deux temps. Premier temps, que l'on mange. Premier temps, j'ai rencontré dans ma vie beaucoup d'êtres humains qui ont subi une éducation catholique extrêmement dure, culpabilisatrice. Je ne dois pas l'oublier ça. Hein. Quand je dis que le vrai christianisme
ne devrait pas culpabiliser le corps, la sexualité. Je n'oublie pas que l'Église l'a fait pas mal quand même. Hein. Première remarque. Deuxième remarque. Alors ce que j'en pense, je dirais que ça me regarde, dans la mesure où, je ne sais pas si Francis sera d'accord, il y a quelque chose comme un athéisme, en tout cas un agnosticisme de principe quand on est philosophe. Quand on est philosophe, être philosophe, c'est s'étonner de ce qui n'est pas étonnant, c'est demander pourquoi, c'est tout interroger, c'est tout remettre en question. Et par conséquent, en tant que philosophe, je ne saurais souscrire à ce dogme qui est que le corps du Christ est présent dans l'hostie. En tout cas, c'est pas la même chose chez les protestants et les catholiques, mais enfin, vous voyez. Donc on reste dans la religion, quoi. C'est ça. Enfin, quand on est philosophe, on ne peut pas admettre un dogme. Alors ça n'empêche pas, pour être philosophe, on n'en est pas moins homme. Mais par exemple, Paul Ricoeur et Emmanuel Levinas avaient adopté à ce sujet le même point de vue. Ricoeur était philosophe et il était chrétien, plus précisément protestant. Mais Ricoeur ne voulait jamais qu'on dise de lui qu'il était un philosophe chrétien. Il disait « Ah non, je suis philosophe et je suis chrétien ». Ça se vit dans la tension, parfois dans la fécondation. Même chose chez Lévinas, il ne voulait pas qu'on dise de lui qu'il était un philosophe juif. Il était philosophe d'un côté et juif de l'autre. D'ailleurs, il ne faisait pas paraître ses études juives dans les mêmes maisons d'édition que ses élèves de philosophie. Donc ce que j'en pense, moi-même, et bon, je ne peux pas vous le dire ici. Bon. Simplement, ce que je peux dire, non pas en tant que éventuellement chrétien, ce que je peux vous dire en tant qu'éventuellement philosophe, c'est que le simple fait que les chrétiens, enfin, le simple fait que le Christ ait dit ceci est mon corps, là encore, j'utiliserai ce fait historique, hein, avant que d'être un fait religieux, j'utiliserai ce fait historique pour essayer de convaincre ceux et celles qui pensent que le christianisme c'est la haine du corps, qu'ils ont tort. Hein. Alors, pour certains, le Christ est vraiment présent dans l'hostie, pour d'autres, non. Il y a là un symbole du Christ. Hein. Est-ce l'être du Christ ou est-ce le symbole de l'être du Christ? En tant que philosophe, c'est-à-dire qui utilise la raison, je serais plutôt du côté, bon d'accord, si vous le pensez que c'est le symbole, mais ce symbole peut avoir quelque chose de poétiquement beau, vous voyez, intéressant. À propos de la foi, pour répondre aussi, j'aime beaucoup le mot de Sioran qui disait tous les théologiens, tous les philosophes chrétiens ont essayé de prouver l'existence de Dieu, mais n'y sont jamais arrivés. Si, il y a une seule preuve de l'existence de Dieu, c'est la musique de Jean-Sébastien Bach. Et Sioran disait, après qu'on a écouté du Bach, il faut qu'il existe, il serait scandaleux qu'il n'existât pas. Et même dans ses carnets, il écrit des choses marrantes. Il écrit vous savez, Bach croyait tout devoir à Dieu. Parce qu'au début de tous les manuscrits de Bach, enfin beaucoup de manuscrits de Bach, il y a ces trois lettres S-D-G, Soli Deo Gloria, à la seule gloire de Dieu. Bach croyait tout devoir à Dieu. Mais Sioran dit, mais non, c'est le contraire. C'est Dieu qui doit tout à Bach. Et il ajoutait, sans Bach, Dieu ne serait qu'un pauvre type. Alors moi, j'avoue que quand je suis dans une église, une petite église à Venise où il n'y a pas de touristes, dès qu'on va, qu'il y a des vitraux, il y a un Tintoret, un Titien, et qu'on écoute de la musique de Bach, là, je suis sur le point d'y croire. Ça ne dure pas forcément longtemps. Hein. Voilà. Dernière question, peut-être? Non? Oui. Monsieur. Bon, tout d'abord, merci beaucoup pour votre conférence. C'était très, 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 très intéressant. Alors, ma question, je vais essayer de faire vite. Alors, je suis très d'accord sur tout ce que vous avez dit. J'ai juste une seule question. Et je vais donner un exemple, hein, une référence. Et c'est le monologue d'Agrado dans la partie finale de Tout sur ma mère de Pedro Almodóvar, où l'actrice sur scène, elle fait un monologue, elle dit, bon, elle fait toute une liste de la chirurgie esthéticienne qu'elle avait faite, etc., hein, les transformations sur son corps, et à la fin, elle dit, en vrai, je vais de mémoire comme ça, la vraie chose qui compte, on est authentique
quand on rassemble le plus possible à l'idée que nous avons de nous-mêmes. Attends, je termine. Pardon. Et la question que je voudrais vous poser, c'est où nous pouvons placer l'idée que chaque personne a de soi-même par rapport à son corps, et quelle est la limite entre agir sur le corps et l'acceptation, l'assomption du corps qui nous a été un vrai donné, donc entre l'hasard et la possibilité de l'action humaine. C'est une question formidable, magnifique, difficile. Je redis ce que je disais un peu à madame, enfin en d'autres termes, en ces questions-là, je suis libéral. Autrement dit, si certains êtres humains pensent que leur corps est inassumable et que par conséquent ils désirent le changer, eh bien qu'ils le changent. Hein. J'essaie de retenir les jugements. Alors, le point que vous mettez en avant, c'est cette idée d'une concordance ou d'une discordance entre l'idée que l'on se fait l'idée de ce que l'on fait de ce que doit être le corps et la réalité de ce qu'il est. Moi, je serais à ce sujet-là, enfin, sur ce sujet-là, je serais très montagnien ou montagnien. Je peux expliquer. C'est-à-dire que je pense comme Montaigne que l'être humain est ondoyant et divers. C'est-à-dire qu'il est en mouvement, qu'il change. L'idée il n'y a pas une idée de moi-même, l'idée que je me fais de moi-même, l'idée de ce que je me fais de ce que je dois être, l'idée que je me fais de ce que doit être mon corps, elle-même n'a pas la permanence, l'immuabilité d'une idée platonicienne. Vous voyez, ça change. Ça change. Montaigne le dit très bien que dans le passage des livres 3 des essais, je suis, alors je connais le texte est génial, mais je ne le sais plus par cœur. Je suis et non pas successivement, mais en même temps chaste et luxurieux, courageux et dolent, tendre et dur. Enfin, et donc, je trouve que cette anthropologie est juste. Il y a eu un débat très intéressant au XVIIIe siècle. Pardon, je multiplie les références philosophiques, parce que je me dis que j'ai peut-être mis un peu trop de Platon, de Gainsbourg et de littérature. Mais il y a eu un débat philosophique très intéressant au XVIIIe siècle entre Diderot et Rousseau, justement à ce sujet-là. Rousseau pensait que derrière les différents masques que la société nous obligeait de porter, il y avait un vrai visage immuable, tout droit sorti des mains du créateur de ce monde. Et Diderot dit que c'est pas vrai. Diderot le dit dans un passage de ses salons où il dit ce qu'il a éprouvé lorsque le peintre Vanloo lui a apporté son portrait. Diderot s'est fait faire son portrait par Vanloo, l'un des frères Vanloo. C'est le portrait le plus connu de Diderot avec la robe de chambre rouge là. Et quand le peintre apporte au modèle le tableau, Diderot a l'air perplexe. Comment, vous ne vous reconnaissez pas? Si, enfin, oui et non. Enfin, j'ai parfois ce visage, mais j'en ai aussi 1000 autres. Hein, je ne crois pas qu'il y ait, vous voyez, un fond du cœur il y a un très fond du cœur. Et donc, nous sommes des êtres mouvants, ce qui fait que j'ai quelques réticences à la pensée selon laquelle il y aurait une idée de soi qui ne bougerait pas. Et même pour le corps, il y a des moments où alors, nous construisons aussi notre corps en nous identifiant à d'autres corps. Hein. On aimerait avoir le visage d'un tel, on aimerait avoir un peu la tête puis le corps. Bon. Mais ça peut bouger aussi, parce qu'on a plusieurs modèles. L'adolescent, de temps en temps, essaie de ressembler à un modèle, et puis après un autre modèle, et puis après un troisième modèle. Donc, je crois qu'il y a cette question de la concordance ou de la discordance qu'il y a entre l'idée du corps et le corps réel.
suppose une permanence de l'idée du corps, alors que l'idée du corps elle-même est en mouvement. Il faudrait qu'on en parle plus, mais voilà ce que je propose. D'autres questions? Bon, je crois que nous allons pouvoir, vu l'heure qu'il est, clore la séance. Et bien sûr, remercier ici Eric, qui nous a fait un exposé, je crois, très incarné. Très incarné, voilà, vivant. Voilà, écoutez, nous venons d'assister donc à la dernière séance de Cité Philo à Amiens. Ça recommencera l'année prochaine, hein, bien entendu. Voilà, mais ça ne veut pas dire que c'est terminé pour la Maison du Théâtre.